Aujourd'hui, il nous manque environ 150 000 € avant le 20 juillet. 150 000 €, c'est une somme importante et qui exige une mobilisation totale pour faire face aux échéances et rétablir le budget de TVL. Cette somme doit aussi servir à renforcer la chaîne que vous avez choisie, celle à laquelle vous êtes attaché. 150 000 €, c'est aussi le montant qui vous est littéralement volé dans vos portefeuilles pour financer la propagande de l'audiovisuel public. Volé parce que prélevé sans votre accord et parce qu'ils partent, ces euros, financer, par exemple, les salaires exorbitants des 5 principaux dirigeants de l'audiovisuel public. Cette somme, c'est 2 mois de leur train de vie, alors qu'elle pourrait aller à votre chaîne, à vos idées, à une information qui vous ressemble. Toujours à titre de comparaison, 150 000 €, c'est le salaire d'Élise Lucet sur France 2 pendant à peine 6 mois, celui de Nagui pendant 3 mois. Ce sont 20 minutes de matraquage idéologique diffusées sur le service public. 20 minutes payées avec votre argent, celui de votre travail. Patrick Cohen, lui, touche 8 000 € par mois pour 16 petites chroniques mensuelles sur France 5, toujours à vos frais. Ces 150 000 € ne doivent plus alimenter un système déconnecté qui tourne le dos à ceux qu'il prétend informer pour mieux servir les intérêts de l'extrême centre et de l'extrême gauche réunis. Ils doivent vous revenir à ceux qui veulent faire vivre TVL, revenir à ceux qui attendent une vraie alternative médiatique. Nous refusons que la somme totale de 4 milliards d'euros par an continue d'être captée au profit d'un système, d'une mafia de plus en plus éloignée des Français. Il faut privatiser le service public de l'audiovisuel. De notre côté, la mobilisation est donc, je vous l'ai dit, impérative. Il reste peu de temps pour réunir notre budget de fonctionnement avant, je vous l'ai dit, le 20 juillet. Faire un don à TVL, c'est refuser le détournement. C'est choisir librement la destination de votre argent. C'est exercer un droit fondamental, celui de soutenir une information libre, indépendante et respectueuse de ses téléspectateurs. Alors, colonel Sesma, merci d'être venu de loin, du sud de la France, avec votre air basané, on peut dire, pour nous parler d'une affaire énorme, qui est l'affaire Grégory, et puis aussi nous parler de vous, car d'abord vous êtes devenu très célèbre, vous avez écrit un livre sur l'affaire Grégory, qui vraiment révèle tellement de choses, l'occasion de dire que vous dites ce que vous voulez, je dis ce que je veux, et vos propos ne m'engagent pas, et mes propos surtout ne vous engagent pas. Et grâce à vous et à ce livre, et d'autres livres, je peux les citer tout de suite, il y en a un qui m'a beaucoup interpellé, Affaire Grégory, le livre de référence, en effet, Le bûcher des innocents de Laurence Lacour, dont nous reparlerons, parce que c'est aussi une affaire qui a traversé la vie de cette femme. J'aimerais bien un jour, d'ailleurs, interroger également. Un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est Thibaut Solano, La Voix rauque, qui dit beaucoup de choses, parce qu'il s'intéresse à la période antérieure, et qui dit beaucoup de choses, d'ailleurs, presque tout, à la mort du pauvre Grégory, c'est-à-dire ces affaires de corbeaux, de lettres anonymes. Il y a des bandes dessinées, j'en ai acheté une, je crois qu'il y en a une autre. Il y en a 2 qui sont sortis l'année dernière, oui, à l'occasion des 40 ans. Il y a Grégory, des 40 ans. Et il y en a une autre qui s'appelle Le Corbeau, voilà, qui seront tous les 2 très intéressants. Celle-ci est faite en partie par Jean-Marie Villemin, d'ailleurs, le père de Grégory. Autre personnage magnifique, parce qu'on tombe sur des personnages magnifiques. Et la chose magnifique qui a permis de passer toutes ces épreuves à ce couple, c'est leur amour aussi. Et on peut même en tirer des conclusions. Bon, enfin, on peut tirer des conclusions de tout. À l'époque, quand vous arrivez à Épinal, vous aviez 30 ans, on était... Oui, j'ai un peu moins de 30 ans. Capitaine. J'ai eu 30 ans l'année de l'affaire Grégory. J'étais jeune capitaine, je venais de la gendarmerie mobile. Vous étiez à Versailles avant, je crois. À Versailles, à Satory, oui. Mais vous êtes lorrain. Mais je suis lorrain. Mais je suis retourné en Lorraine, non pas par choix, parce que moi je voulais
plutôt aller du côté des Alpes ou du Massif central. Ou le et on sud. m'a envoyé à Épinal en me disant que c'était un poste qu'on ne pouvait pas refuser. C'était effectivement un beau commandement, une grosse compagnie pour un jeune capitaine. J'en étais flatté. Et voilà, j'y suis arrivé donc en 1983 À Épinal, à Épinal. à 30 ans. Vous avez choisi la gendarmerie. À la sortie de Saint-Cyr, un peu par opportunisme peut-être, ou plus bêtement par opportunité. J'ai eu la chance de terminer dans les premiers de ma promotion. À Saint-Cyr. Et que la gendarmerie, il y avait sur une promotion de 200 élèves à l'époque, il y avait 10 places réservées à la gendarmerie qui partaient toujours très très bien, parce que la gendarmerie offrait des conditions de carrière qui étaient différentes, avec plus de temps de commandement, plus de diversité possible dans l'exercice du métier, des avantages matériels aussi, comme le logement de fonction, une prime, enfin... Ouais, c'est un avantage ambigu, parce que ça vous emprisonne un peu dans la caserne. Parfois, oui, c'est vrai. C'est âpre comme c'est à ce moment-là que j'ai découvert la gendarmerie, parce qu'avant, je ne connaissais pas les gendarmes autrement que par les gendarmes de la brigade locale. Qui vous arrêtaient sur le bord de la route. Qui m'arrêtaient sur le bord de la route et qui me faisaient des remontrances. Voilà. Mais alors, vous illustrez merveilleusement, et d'une part, le corps de la gendarmerie. Les gendarmes s'en sortent très bien de cette affaire. C'est vrai que c'est une très belle institution. Et les militaires, d'une manière générale. Et je me demande, en regardant tout cela, ce que serait la France s'il n'y avait pas les armées en général, et la gendarmerie tout particulièrement. Et on verra que dans cette affaire, elle s'illustre très bien. Il n'y a pas que vous d'ailleurs, mais les gendarmes se comportent très bien, parce qu'ils ont... Il faut le savoir, parce que tout ça est d'une actualité affreuse, hein, mais n'insistons pas. On peut se reporter sur... on peut avoir confiance dans le corps de la gendarmerie. Une situation très troublée que nous traversons. C'est une belle institution constituée de gens solides, de gens compétents, investis dans leur métier. C'est presque facile de commander en gendarmerie, parce que les gens font bien leur boulot. Parce qu'on obéit. C'est une arme de sous-officier déjà. Ça l'est moins, parce qu'il y a beaucoup plus d'officiers maintenant, même à des rangs, des postes assez bas. Hein. Il y a des brigades aujourd'hui qui sont commandées par des lieutenants, et qui, de mon temps, entre guillemets, quand j'étais capitaine, n'étaient commandées que par des chefs ou des adjudants. Oui. Donc, mais ça, ne me parlez pas de chef. Non, on va y revenir. Oui, c'est vrai. C'est le mot clé de l'affaire. On dit chef, des maréchaux, des logis, chef. Tout ça pour dire que c'est effectivement une belle arme qui est servie par des gens qui connaissent leur métier, qui le font bien et qui sont faciles à commander globalement. Oui. Alors justement, ça va vous conduire à des oppositions avec la police. On connaît la guerre des polices, gendarmes, policiers. C'est un peu latent, hein, et vous en êtes un bel exemple, parce que vous serez dessaisi de l'affaire au bout de 5 mois. C'est vrai. Le meurtre date du 16 octobre 84. Je vais vous demander peut-être de le résumer un peu vite pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Il y a 2 catégories de Français, ceux qui l'ont suivi, qui se sont passionnés, et puis ceux qui en sont tenus à l'écart. Mais quelques mois plus tard, vous allez être dessaisi, et même menacé d'une inculpation. C'est un des aspects, des nombreux aspects politiques de l'affaire, parce que les défenseurs de ceux que vous attaquez, le clan Laroche, ont le bras long, c'est la gauche en général, toutes les gauches, Parti communiste. On verra que se commet un avocat qui est un maître Pron, qui est un avocat de l'humanité. Et puis en haut lieu, Badinter, garde des Sceaux, finit par interpeller le procureur de la République dont vous dépendez, à Épinal, et lui demande votre peau jusqu'à l'inculpation. C'est vrai. Mais alors, c'est pas tant pour des raisons politiques qu'ils en arrivent à ça, que parce qu'ils développent une stratégie de défense qui est fondamentalement malhonnête et fausse. C'est-à-dire incriminer c'est pas lui, Madame c'est Villemar. pas notre client, puisque c'est elle. Donc tout est fait pour détourner tous les projecteurs qui étaient braqués sur Bernard Laroche, les projecteurs judiciaires qui étaient braqués sur lui, pour les orienter vers Bernard Laroche et vers Christine Villemain. Et petit à petit, ils en arrivent à faire admettre au juge, enfin, ou à convaincre le juge. Et l'opinion d'abord. Et l'opinion, parce qu'il y a l'opinion, une campagne médiatique avec. Donc à convaincre le juge. Mais vous trouvez que c'est pas politique, ça ? Il faut abandonner la piste Laroche, puisque c'est elle. Voilà. Non, mais c'est très politique. Enfin, on va voir. Pour moi, justement, c'est très politique, ces 2 incriminations. Effectivement, il y a des gens qui ont utilisé
le réseau politique pour essayer d'imposer leur idée. Il est clair que l'avocat dont vous parlez, Gérard Welser, avait une place importante dans le Parti socialiste. Mais il a été député socialiste. Il était député, il était directeur de cabinet de Pierre Mauroy. Et il est clair, tous les gens l'ont dit, qu'il s'est appuyé grand sur avocat ses de La Roche, jusqu'à la chancellerie, pour essayer de peser sur la... Jusqu'au ministre de la Justice, mon colonel. Oui. C'était mandataire. Essayer de peser sur les décideurs, à savoir le juge d'instruction et le procureur. Pour disculper La Roche, qui est aussi un homme de gauche, militant CGT. Tout le clan La Roche est très à gauche et il est défendu par toutes les gauches réunies, dont les médias, dont une partie de la police. Mais nous allons revoir ça. Si vous trouvez que ce n'est pas politique, alors que leur idée étant d'incriminer, pour faire diversion, la mère du pauvre Grégory, mon cher, nous verrons tout à l'heure dans la conversation que c'est encore plus politique qu'on le croit. Incriminer une femme, incriminer une mère. Nous sommes en 84. En tout cas, nous sommes en 84. Il faut pouvoir justifier qu'une mère tue son fils. Mais c'était à la mode à l'époque. Oui, il y a un moment, effectivement, il a fallu en arriver à ça. Avec Marguerite Duras qui s'en mêle, etc. Si c'est pas politique, excusez-moi. Mais enfin. En tout cas, je ne mettrai peut-être pas une étiquette politique. Peut-être qu'elle existe. On va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était profondément malhonnête et même immoral. C'était sinistre. Mais vous savez, la première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, dont je me moquais complètement en 84, au moment de l'assassinat du petit Grégory, qui avait 4 ans, je m'en foutais complètement. Pour tout vous dire, je n'avais pas compris quand j'étais jeune tout ce que révélait un fait divers. Et presque tous révèlent beaucoup de choses de celui-là, alors c'est une mine. Et le premier qui me l'a dit, figurez-vous, c'est quelqu'un que vous avez très bien connu, mon colonel, c'est Philippe Séguin. Bien sûr, oui. Quand il était maire d'Épinal. Et quand vous étiez, vous dirigiez la gendarmerie d'Épinal. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'impressionnait beaucoup, que j'admirais même, pour son caractère, ses idées, son courage. Moi aussi, à l'époque, je l'admirais un petit peu moins maintenant, je veux dire. Mais enfin, bon, c'est personnel. Écoutez, il nous dit un jour, il y avait Nicolas Bavray, je me souviens, il y avait une partie de son cabinet. Il était évidemment en concurrence à Épinal avec celui qui avait été député socialiste, à qui il a raflé le siège en 88, ce fameux Gérard Welser, qui deviendra l'avocat de La Roche, donc. Il nous a dit un jour, c'est le diable, ce type c'est le diable, et cette affaire est beaucoup plus politique que vous ne le pensez. Alors quelquefois il haussait le ton, c'est vrai. Et ça voulait dire qu'il était très en colère. Donc c'est lui qui m'a le premier intéressé à l'affaire, puis j'ai retrouvé de part en part dans ma vie, mais elle a bouleversé la vôtre. Vous dites que vous êtes lorrain. Alors mon père avait une ferme dans un village qui s'appelle Azraï, près de Baccarat, pas loin de Lunéville, mais notre région d'origine, notre village d'origine est Dieuloir. C'est une grosse bourgade qui est au nord de Nancy. C'est ça. C'est la Lorraine la Lorraine, pure. La Lorraine profonde. Alors c'est pas la Lorraine mosellane, la Lorraine industrielle du pays haut, comme on le dit. Mais agricole. C'est la Lorraine paysanne. Et que cultivaient vos parents? C'était ils faisaient de la polyculture, de l'élevage, du lait, et puis des céréales. Et ils travaillaient très dur, comme tous les agriculteurs. Dans les années 50, hein. Dans les années 50. Ils étaient encore nombreux. Oui, les années 50 jusque dans les années 70. Pendant 20 ans, j'ai vu mon père travailler 365 jours par an. Sans vacances. Sans jamais prendre une seule journée de vacances. C'était pas les vacances de Jules Lambert, là. Non, c'est sûr. Il ne partait pas faire de la randonnée. En Algérie. Comme ça. En plein milieu de la c'était le lot des agriculteurs. On va le retrouver, Lambert. C'était le lot des agriculteurs de l'époque. Oui. Et de beaucoup de gens qui travaillaient dur, qui n'étaient pas rentrés encore dans cette société de loisirs qu'on a connue un peu plus tard. Et de consommation, qui est un des sujets de l'affaire aussi. C'est une éducation qui était très... Mon père était un travailleur, c'est sûr, il travaillait 7 jours sur 7, mais il lisait quand même le journal tous les jours, même 2 journaux. Il lisait le journal local, l'Est républicain, il était abonné à la Croix. C'était quelqu'un de très très cultivé. Ah, il était abonné à la Croix. Oui, c'était une famille très, très chrétienne. J'ai d'ailleurs été quelques années au séminaire, faire mes études, de la 6e à la 3e.
Mais vraiment une éducation très, très chrétienne, mais en même temps très, très aimante. Une éducation non pas rigoureuse pour le principe, Mais aimante. mais vraiment très, très, très aimante. Tout était cohérent, tout se tenait bien. Beaucoup de frères et sœurs, donc, non? Une famille de 7 enfants. C'est ça. Moi, je suis le numéro 3. Je devinais qu'il y avait Voilà. beaucoup d'enfants. Et puis, je reprends le flambeau que ma mère a au fond de sa tête, c'est-à-dire avoir un fils officier. Voilà, Alors j'ai bien compris ce que vous disiez à propos de Saint-Cyr. La gendarmerie, c'est arrivé un peu sur le tas. Oui. Mais votre vocation, c'est la vocation militaire. C'est la vocation militaire. Vous vouliez être militaire. Mais alors une vocation peut-être un peu idéalisée, un peu Romanesque. romantique, un peu romanesque, peut-être un peu. Voilà, c'était. Je lisais Le Prince Éric à l'époque, ou je lisais d'autres lectures de ce type-là. Enfin, c'est un peu le panache, la beauté de l'uniforme. Il faut travailler beaucoup pour entrer à Saint-Cyr. Oui, il y a un moment, il faut bosser. Vous avez fait vos études à Nancy? J'ai fait des études à Nancy. C'était pas facile parce que c'était une classe préparatoire qu'on appelle une corniche, où on était un peu laissés à nous-mêmes. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui réussissaient. Contrairement aux autres corniches qui étaient à La Flèche, à Saint-Cyr-l'École, à Aix-en-Provence. La première année, j'ai loupé le concours. La deuxième année, j'ai vraiment mis le paquet, j'ai réussi. Et vous sortez dans la botte? Alors après, je suis sorti dans les premiers, oui. Formation. Votre femme finit ses études, Oui. Vous l'épousez, vous avez plusieurs enfants. J'ai eu 3 enfants avec elle. Et vous voilà parti, mais enfin, ils n'étaient peut-être pas nés à l'époque, pour Épinal. Donc. Alors j'avais un enfant qui est né à Épinal. Qui est né à Épinal. Est né mon premier enfant, Quentin. On a fêté son premier anniversaire le 15 octobre 84, donc la veille de la mort de Grégory. Ça, c'est quelque chose qui marque un peu un jeune père. La veille, vous êtes avec votre bébé qui a 1 an, avec la bougie sur le bideron. Et le lendemain, vous voyez cet enfant mort. De sortir un enfant de 4 ans des eaux de la Vologne. Oui. Et le surlendemain, ça fait partie des petits coups de, je sais pas, des petits coups de patte. C'est affreux, l'autopsie. Le jour de l'autopsie, je découvre que Grégory a la même date de naissance que moi. On est nés le même jour, tous les deux. Et Grégory et moi. Donc, 16 octobre. Le 24 août. On est nés le même jour. Ah oui, lui, sa date de naissance, c'est la date de sa mort. Grégory et moi. Bon, ce sont vraiment des détails. Mais et vous assistez à l'autopsie aussi. Tout ça, c'est quand même des événements marquants. Quand même. Vous assistez à l'autopsie aussi, oui. Ce qui est bouleversant. C'est très dur. L'autopsie d'un bébé de 4 ans, enfin de jeune enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans qu'on a tiré de l'eau attaché. Hein, c'est une image qui m'a toujours très très marqué. C'était celle de Grégory attaché avec un bonnet baissé sur son visage. Très tôt, j'ai eu le sentiment que cet enfant était sacrifié. Oui, vous dites il est sacrifié sur un autel. Absolument. Il est vous vraiment l'écrivez dans ce livre, Les deux affaires. C'est exactement ça, on le découvre très vite. Hein. C'est qu'en fait, Grégory, c'est ce qui fait la spécificité de cette affaire, qui est hors du commun à de nombreux points de vue. C'est que Grégory n'est pas tué pour ce qu'il est. Il n'est pas tué pour une agression sexuelle, pour une question de maltraitance, pour une question de rançon ou quoi que ce soit. Non, il est tué pour faire le plus de mal possible à son père. Oui. C'est son père. Et vous savez, je vais vous dire, il y a cet aspect politique dont parlait Séguin qui est intéressant, parce que j'ai fait de la politique, mais au fond, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, et c'est une dimension qui dépasse la politique, mais qui atteint, nous le verrons tout à l'heure au fil de la conversation, la morale et l'histoire, en tous les cas, l'histoire de France. Ce qui me passionne, c'est le mobile. C'est ce qui me bouleverse. Le mobile, on l'a très vite, très clairement. C'est terrible. Très très vite. C'est une accusation pour nous tous. La jalousie, le ressentiment social. Peut-être plus que ça. L'égalitarisme. L'égalitarisme. Il réussit, c'est ça, je le punis. On a voulu tuer, parce qu'on a tué quelque part Jean-Marie Villemain. On l'a tué moralement. Sans l'amour de sa femme. En sacrifiant son fils, en assassinant son fils, on a voulu lui faire le plus de mal possible. Oui. Et on l'a fait, on l'a tué quelque part. C'était son fils unique, c'était sa fierté, sa joie de vivre. Au-delà de sa réussite professionnelle, son fils, c'était tout pour lui. Ah oui. Et il l'avait photographié quelques jours avant, et cette photographie a fait le tour du monde, parce que cette affaire
eu des retentissements, mais vraiment dans le monde entier. Il y a plusieurs dizaines de livres consacrés en France, et il y a même des livres en anglais, je crois qu'il y en a dans plusieurs langues, consacrés à cette affaire, c'est vous dire. Alors, est-ce que vous pouvez la résumer en ayant toujours en tête que l'intérêt principal, c'est en effet le mobile. C'est très accusatoire pour nous tous. Et pour la France, hélas. Je n'aime pas dire du mal de la France et des Français. Mais quand on lit l'histoire de France de Jacques Bainville, par exemple, on s'aperçoit que, peut-être parce que ce pays est très catholique et qu'il tient beaucoup à une conception, Chesterton aurait dit, devenue folle des idées chrétiennes, et notamment de l'égalité des êtres, on veut la transcrire dans une égalité matérielle. Et c'est l'égalitarisme profond de cette société qui, en Jacques Bainville dit, ça court à travers toute l'histoire de France, le protestantisme, la Révolution française, on veut l'égalité. Et on veut l'égalité par ressentiment. Et ce ressentiment est si fort qu'il peut aller, c'est ça ce qu'il ne faut pas dire. C'est pour ça que la gauche se ligue fanatiquement, à mon avis, derrière, dans le clan Laroche-Bol-Jacob. Il ne faut pas qu'il soit coupable, parce qu'il ne faut pas qu'il soit dit un jour que l'on tue un enfant par haine sociale, en fait. Et c'est vraiment ce qui a tué Grégory, c'est ce qui a tué la France, ou ce qui tue la France à petit feu. Il ne faut pas réussir. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, oui. C'est vrai que l'affaire Grégory, c'est l'histoire d'un homme qui a réussi, qui s'est sorti du milieu familial, du niveau ouvrier, qui est le sien depuis des générations, Jean-Marie Villemain, qui très jeune, à l'âge de 24 ans, même pas, je crois 22 ans, est nommé agent de maîtrise, contremaître. Et il monte. Donc chef. Donc chef. Il est nommé agent de maîtrise dans un milieu, encore une fois, où ils sont tous ouvriers, de père en fils, de cousin en oncle, depuis des générations. Et lui, il est repéré par ses supérieurs dans l'usine où il travaille, au Tokussin. Et on voit que c'est un homme qui est capable d'assurer des responsabilités, et on les lui confie. Alors même qu'il n'a pas passé d'examen. Oui. Donc, et le fait qu'il soit comme ça, nommé chef, à la fois au mérite, mais plus qu'au mérite, à la valeur, parce que parfois le mérite, c'est au fil des ans qu'on l'acquiert. Non, il est reconnu pour sa valeur intrinsèque, pour son caractère, son tempérament, son intelligence, et donc il est nommé contremaître comme ça. Et cette nomination crée un tsunami dans sa famille. Dans le clan. Dans tout le clan, là, il passe chef, il est devenu très vite, on voit un corbeau apparaître qui se gausse de sa situation, qui utilise les problèmes familiaux pour semer la zizanie dans la famille, mais au-delà de ça, qui cible toujours la réussite de Jean-Marie Villemain, qu'on appelle le chef, et la lettre de revendication. Oui, le Giscard, parce qu'ils sont supposés avoir voté Giscard. Ouais. Et alors, en plus, Jean-Marie Villemain quitte la CGT. Alors qu'ils sont tous à la CGT. Oui, juste un peu avant, oui, quand il a quitté la CGT. Oui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait une personnalité assez forte, qui avait tendance un peu à dominer les autres, parce qu'il était content de lui, il était content de sa réussite, il était content aussi du fait qu'il avait une très jolie femme. Il avait une vie de famille qui était très épanouissante, avec un enfant, Grégory, qui était resplendissant de joie de vivre, de bonheur, de beauté. Il était heureux de sa condition sociale, c'est sûr. Il y a une petite anecdote, c'est qu'un de ses frères, Michel, raconte que quelques jours avant la mort de Grégory, Jean-Marie Villemain, son père, le père de Grégory, le fait venir dans son pavillon. Il n'était pas tout à fait fini, mais il avait une certaine dimension. Il était en hauteur. Moi, je pense que la topographie parle beaucoup, on le verra à propos de notre personnage, Marcel Jacob, mais bref, n'anticipons pas. Si, c'est Marcel Jacob, d'ailleurs, je le mentionne, il est intéressant parce qu'il y a une altercation avec Jean-Marie avant la mort de Grégory, et il refuse de lui serrer la main, alors que c'est son petit-neveu. Et Marcel Jacob dit « Je ne serre pas la main au chef ». Oui, c'est ça, c'est toute la rancœur, la jalousie qui s'exprime au sein de quasiment toute sa famille. Ici, c'est pas politique, ça. Politique et morale. Il y a certainement de ça. C'est sûr qu'il y a
comment dire, un arrière-plan qui fausse un peu tout. Mais ce qui est évident, ce qui est sûr, c'est que Grégory était tué parce que son père avait réussi quelque chose, avait réussi à se sortir de l'ordinaire. On les appelait les Giscards d'ailleurs, parce qu'on est en 1984, Oui. c'est-à-dire 3 ans après la victoire de Mitterrand, et fait important, 1 an après le départ des communistes aussi, parce qu'il y a un clan communiste qui réagit beaucoup dans cette affaire, qui se ligue derrière le clan Laroche-Jacob et Moll. Mais je vais un peu trop vite et je vous ai coupé, comme par hasard, je coupe trop quand je vous suggérais de raconter, puisque vous y étiez, les circonstances de la mort, pour autant qu'on les connaisse, mais vous avez dit à plusieurs reprises, je crois que c'est très vrai, on connaît le coupable, mais de la mort et de la découverte du corps de Grégory et de ce qui s'ensuit. Pouvez-vous nous raconter cette séquence-là, que beaucoup de gens connaissent, mais pas tous? Oui, j'ai déjà souvent raconté, c'est vrai que c'est extrêmement prenant d'arriver au bord de cette rivière, la Vologne. À 20 km d'Épinal à peu près? Il était 21h, on est à une trentaine de kilomètres d'Épinal. On est dans un petit village qui s'appelle Dossel, qui est à 6 km du lieu de l'autre village, l'Épange, où l'enfant a été enlevé. Et à Nonzé, tant qu'on y est, sur la topographie, la géographie, où vivent les Laroche. Voilà, c'est le triangle Dossel, Bruyères, Aumonzé. Voilà le triangle qui nous intéresse, la vallée de la Vologne. Donc Grégory a été déclaré disparu vers 17h à peu près, à quelques minutes près. Sa mère l'avait laissé dehors et quelques instants parce qu'il faisait beau, jouer sur un tas de sable. Quand elle est ressortie vers 17h15 pour le récupérer, il n'était plus là. Et on le retrouve. Elle le cherche. Le soir même. Elle va voir les voisins affolés. On le retrouve très vite, Grégory. On le retrouve 4 heures après sa disparition. Mais vous organisez des recherches, je crois, très vite. Oui, très vite. Nous, c'est vous qui prenez la décision de... On est alerté à 18h, même un peu avant. Oui. Très vite, la famille nous appelle, Grégory a disparu. Très vite, on sait qu'il y a un climat familial qui est pesant. Oui, parce qu'il y a des menaces sur Grégory déjà. Alors ça, on le redécouvre petit à petit, parce qu'il y a eu un coup de téléphone qui a été passé dans la famille. En plus, à 17h30, quelque chose comme ça. De Michel, vers 17h30, revendiquant l'enlèvement. Et là, on découvre donc très vite que, en fait, cet enfant a été assassiné par un corbeau. Ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Parce que généralement, les corbeaux sont des gens qui restent inactifs, sont des gens qui se complaisent dans leur qui foutent la pagaille et qui rentrent dans leur tanière. Mais qui n'agissent pas. Oui. Vous parliez tout à l'heure des mots français. Alors, toutes vos remarques m'aident un petit peu à essayer de prendre de hauteur, parce que très souvent, moi, en tant qu'enquêteur, j'ai été un peu le nez sur le guidon de la 40 ans plus tard, il faut prendre de la hauteur. Mais c'est vrai que quand on parle des mots, enfin de l'affaire Grégory, il y a les deux mots qui la sous-tendent. C'est d'une part ça, cette volonté de semer la haine de manière cachée, de manière anonyme, par des lettres anonymes, par des coups de téléphone. Et ça, c'est quelque chose que l'on dit assez typiquement français, d'une certaine époque en tout cas. Hélas, et puis on a cette... de toutes les époques, lisez Bainville, vous verrez. Et on a cette jalousie à l'égard de quelqu'un qui a réussi. Je crois que c'est pas vrai aujourd'hui encore. Bon. Enfin, heureusement, ça va très rarement jusqu'au meurtre, jusqu'à un assassinat comme celui qu'on a connu. Alors, vous organisez le soir même, en tant que responsable de la gendarmerie locale, un battage, enfin des recherches, d'autant plus anxieuses qu'il y a une revendication du meurtre par un coup de téléphone anonyme. Et le lendemain. Et le village se mobilise pour chercher cet enfant. À la nuit tombée, la nuit tombante. Non, ce sont les gendarmes qui se mobilisent, les pompiers. On sait très vite par l'appel anonyme qui était passé vers 17h30 que l'enfant a été jeté dans la rivière la Vologne. Donc c'est là qu'on concentre nos recherches et c'est effectivement là qu'on le découvre quelques temps plus tard. Un peu en aval d'un point que vous repérez assez vite. Alors, non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Il faut faire des reconstitutions pour définir exactement le lieu où l'enfant était Grégory. Ce qui est sûr, c'est quand moi j'arrive sur place. Lieu capital, bien sûr, pour déterminer l'auteur du meurtre. Ou les auteurs. Oui, c'est essentiel.
Divergence sur ce point, je crois qu'il y en a plusieurs, moi. Mais enfin bon. Ce qui est sûr, c'est que quand j'arrive le 16 au soir, on voit le corps de Grégory qui est au milieu de cette assez grande, assez vaste retenue d'eau, constituée par trois cours d'eau. La rivière La Vologne, hein, qui longe la vallée, un canal qui est parallèle à cette rivière, qui vient d'une usine un peu en amont, qui débouche là, qui se retrouve là. Et puis on a un ruisseau qui s'appelle le Barba, qui arrive perpendiculairement aux deux premiers cours d'eau. C'est cet ensemble-là, c'est au milieu de cet ensemble qu'on retrouve le corps de Grégory. Vers 21h. Les 21h, je vois que c'est pas... Nuit noire. On n'est pas sur une scène de nuit crime. Tombée. Oui. Comment ? La nuit est tombée en octobre. La nuit est tombée, mais il y a quand même des lumières. On est dans un village, hein, il y a quelques lampadaires. Et puis on a quand même les lampes des pompiers. Et puis très vite aussi, on ne le voit pas bien, mais on le voit dès le lendemain, il y a les flashs des appareils photo. Parce qu'il y a le correspondant local du journal local La Liberté de l'Est, qui est là, qui prend cette terrible photo qui apparaît dès le lendemain d'un pompier portant le corps de Grégory sortant de l'eau. C'est assez, et vous étiez là oui. Mais ça, on ne pouvait pas l'empêcher. Hein. Et très vite, donc, cette affaire Grégory, on voit qu'elle a été nourrie d'une iconographie qui était très, très riche et très prenante, très émouvante. Un grand rôle. La photo de Grégory, que vous avez évoquée tout à l'heure, cette photo d'un enfant resplendissant de bonheur, cette photo dramatique qui est rare quand même, hein, le corps de la victime porté là, par un pompier. On voit ce corps d'un enfant de 4 ans attaché avec des ficelles. Avec le visage recouvert par son bonnet. Le bonnet rabattu sur son visage. C'est une image qui est très très prenante. Avec un point important, quand on relève le bonnet, on découvre le visage d'un enfant qui semble dormir. Oui. Bon, il n'y a pas de trace de souffrance, il n'y a pas de trace de coups non plus sur lui. Mais il aura été endormi par l'insuline. On a l'impression qu'il dormait. Oui. Et l'autopsie, alors il a un peu d'écume sur le bord des lèvres. L'autopsie très vite va nous révéler le lendemain qu'il est mort, qu'il était conscient. Non pas conscient, inconscient, mais vivant, quand il a été jeté à l'eau, et qu'il est mort assez vite par un phénomène à la fois d'hydrocution, dû au froid de l'eau et de noyade. Ouais. Voilà, donc l'enfant est mort dans mais ces sans doute, conditions. lui a-t-on injecté de l'insuline, on a retrouvé... Alors, il y a comment a-t-il été rendu inconscient ? Il y a la question de l'insuline. Il s'est trouvé effectivement que quelques semaines plus tard, un employé communal a trouvé dans une haie une seringue d'insuline. Donc là, l'insuline est utilisée pour les gens atteints de diabète. Il se trouve que dans la famille, il y a la mère de Muriel qui est diabétique. Oui. Et il y a eu des choses un peu bien. Et l'infirmière qui administre. Oui, qui dit que c'est exactement le même conditionnement de la seringue que celui qu'elle donne à Madame Boll. Donc, mais ça n'a jamais été vraiment élucidé parce qu'il ne s'agit pas d'insuline rapide, mais c'est d'insuline lente, donc ça peut provoquer un certain engourdissement, mais pas très rapidement. Alors, est-ce qu'après, on peut se dire qu'un enfant de 4 ans, un homme fort, il l'étouffe en 1 minute. Vous l'empêchez pendant 1 minute de respirer, l'enfant, il tombe dans les pommes. Mais on a dit que l'autopsie à laquelle vous assistez, donc au lendemain de la mort, au surlendemain de la naissance de votre fils, je reprends ce point, ça me frappe, ça peut être très frappant pour vous, et a été un peu bâclé. Non, alors ça fait partie des polémiques qu'on a cherché à développer, parce que il y a un moment, certains ont voulu fausser toutes les pistes et brouiller tous les indices. C'est quelque chose de diabolique là-dedans. Et donc il y avait toute une campagne qui s'est développée pour dénigrer notre travail, dénigrer le travail aussi des gens qui avaient déjà apporté leur expertise, hein, comme les experts en écriture, mais aussi les médecins légistes.
Et il y a un moment, on a essayé de faire croire que cet enfant, en fait, il y a des gens qui le croient encore, était mort dans une baignoire, qu'il était mort noyé. Alors, supposément noyé par sa mère. Par sa mère. Qui ensuite l'aurait transporté à Docelles. On a raconté des à un moment, on a tout fait pour incriminer la mère, mais on reviendra sur ce sujet, tellement il est grave. Donc c'est pour ça. Ce n'est pas vous qui apprenez aux parents la mort de leur fils, Grégory, non? Alors moi non. Moi je suis à Bruyères en train d'organiser un peu le début de l'enquête. Il faut que j'appelle le procureur, il faut que je rencontre ma hiérarchie. Il y a toute une procureur à Épinal. Procureur à Épinal. Qui joue un grand rôle d'ailleurs. Qui d'ailleurs décide de venir sur place. Lecomte, je crois qu'il s'appelle. Lecomte, je me retrouve vers 23h. Un des personnages très valeureux de la scène, enfin de l'histoire. Oui, c'est un peu un des oubliés de l'histoire, et pourtant c'est quelqu'un, moi je suis extrêmement redevable, parce que c'est quelqu'un qui a été d'un courage absolument remarquable. C'était quelqu'un qui était taxé d'être comme quoi il y a de bons et de mauvais magistrats, quoi, voilà. Oui, c'était un procureur qui était connu pour être carré, rigoureux, sans être excessivement sévère. Et il ne semblait pas aller dans le courant politique ambiant. Mais ceci dit, vous parlez avec des précautions, mon colonel, embarrassantes. Qu'est-ce que c'est ce courant politique ambiant? Mais il faut reconnaître c'est la gauche. Ça, oui, mais il faut reconnaître que lui, il a eu le courage de... Parce que moi j'ai failli à un moment, vous le savez, j'ai failli avoir de graves problèmes, parce qu'on a tout fait pour dénigrer notre travail. On a dit que vous étiez de droite. Et on a essayé j'ai failli à un moment être inculpé. Ça a été la droite contre la gauche, vraiment, très vite, franchement. Mais enfin, alors, donc, le soir, je répète, chacun de nos propos engage celui qui le tient. Donc, je ne veux pas vous embarquer, mais enfin, bon. Tout de même, vous savez, un officier de gendarmerie, famille de 7 enfants, lorrain... Vous n'êtes pas membre du Parti communiste. Bon, passons. Alors, non, mais je ne sais pas pourquoi j'arbore un grand sourire, parce que la période est... C'est être accablant de voir un enfant mourir et de voir les parents devenir fous de rage. Fous de douleur, et après, fous de rage, parce que très vite, ils se retrouvent confrontés à... l'enquête évolue assez vite. On arrive petit à petit à Bernard-Laroche par un concours de circonstances qui est assez fort, à la fois les experts en écriture qui travaillent sur les lettres, parce que dans cette histoire, on dispose de 4 écrits anonymes qui ont été envoyés donc à la famille et à la fin à Jean-Marie Villemain. En bâton, la plupart du temps. C'est très difficile de décrypter. Ce sont des écrits... Soit cursifs, soit en bâton. Oui. Alors, il y en a 2 qui sont en lettres capitales et 2 qui sont en lettres manuscrites. Enfin, on voit bien des similitudes. D'une lettre à l'autre, on voit que ce sont les mêmes termes qui sont employés. Il y a la manie de souligner certains mots. Il y a des termes qui sont récurrents. Et les experts nous disent très vite que c'est la même personne. C'est 2 femmes. Les expertes, en fait. On travaille avec notamment une dame qui est à Strasbourg, qui s'appelle Madame Jacqueline Keller, qui est vraiment reconnue à l'époque pour être la meilleure internationalement reconnue en France. Elle est vraiment reconnue. Et très vite, elle nous dit, c'est la même personne qui a écrit les 4 lettres. Et à un jour, parce qu'on n'arrive pas, quand on a fini d'étudier le premier cercle familial et qu'on attaque le deuxième cercle, on se dit à un moment que le corbeau, l'assassin, ça peut être quasiment n'importe qui, mais dans un cercle quand même social, proche des victimes. Très familial, mais la famille est large. Familial ou social. Et donc on passe tous les gens qu'on entend systématiquement, on les passe à la dictée, une dictée très élaborée qui dure une petite heure. Ils écrivent de la main droite, de la main gauche sur différents supports. Et un jour, on lui amène des lettres. Elle nous appelle le lendemain et elle me dit, mon capitaine, vous avez l'auteur des lettres. Pour moi, c'est lui le corbeau. On regarde le nom, c'est Bernard Laroche. C'est elle qui nous amène à lui. Mais vous avez eu le culot ou le courage de faire venir des dizaines de personnes de ce milieu dont vous avez parlé, pour que pendant 1 heure, à la gendarmerie, ils se plient à l'exercice de dictée. Et tout le monde l'a fait. Il y a à peu près 300 personnes qui ont fait ça. On gardait en plus les hommes pour enregistrer leur voix. Et oui. Parce qu'on disposait de quelques cassettes de certains appels du corbeau. Et dans la famille,
pour tous les gens qui avaient reçu un appel du corbeau, c'était ce qu'ils appelaient l'homme à la voix rauque. Pour eux, ça a toujours été un homme, l'homme à la voix rauque. Et d'ailleurs, Michel... D'un des livres dont je parlais tout à l'heure de Thierry Solano. Et Michel Villemain, quand on l'entend le soir même, il parle de l'appel qu'il a reçu le jour du crime à 17h30 à peu près, eh bien il nous dit, j'ai reconnu la voix, c'était la voix habituelle, l'homme à la voix rauque, mais il était un peu essoufflé, on voit bien qu'il était, il était pressé, agité, et il m'a dit, voilà, j'ai pris le fils du chef, je l'ai stragné, ça veut dire que je l'ai zigouillé en patois vosgien, et je l'ai jeté à la Vologne. Ses parents le cherchent, mais ils ne le retrouveront jamais. Ma vengeance est faite. Voilà ce qu'il dit. C'est Michel qui nous raconte ça le lendemain. Pauvre con. Donc, alors, ça, c'est après, c'est dans la lettre. Ah, oui, dans la lettre qu'on reçoit le ton lendemain. argent ne te consolera jamais, J'espère pauvre que tu con. mourras jamais J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Ouais. Cette lettre qu'on reçoit le lendemain, c'est la clé de voûte de l'affaire Grégory. C'est vraiment la pièce essentielle. Parce que c'est la pièce qui nous raccroche avec certitude au passé, qui nous permet d'affirmer que c'est bien le corbeau, ou un des corbeaux qui a agi dans la famille pendant 3 années avant, à partir des années 81, en passant des dizaines d'appels, puis des lettres, c'est bien ce corbeau-là qui est passé à l'action et qui a enlevé et tué Grégory. Alors, on arrive à lui. Le passé, attendez, vous savez, le passé, c'est oui. Le passé qui éclaire tout, mon colonel. En tous les cas, c'est mon avis. Il y a un passé immédiat, si l'on peut dire, c'est-à-dire les années qui ont précédé ce drame, et qui ont labouré la famille de coups de téléphone, bien entendu anonymes, en cascade. Je crois qu'il y en a eu des milliers, en tous les cas, près de 800. Oui, il y en a eu des rapportent à cette affaire. Notamment durant l'année 82, oui, c'est vrai. Oui. Et puis des lettres. Après les lettres, au début de l'année 83. Des lettres glissées dans le volet, par exemple, les uns des autres. Après, qui ont été postées. Oui. Et puis postées. Et puis ça s'arrête en 6 mois 1983. Avant. Tout d'un coup, le corbeau disparaît. Ah non, plus d'appels, plus de coups de téléphone, plus de lettres, plus rien. Le corbeau disparaît. Et soudain, il réapparaît brutalement, tragiquement. Parce qu'ils avaient décidé, je parle au pluriel, ils avaient décidé d'utiliser un autre mode de vengeance. Alors, on s'est toujours demandé pourquoi le 16 octobre, qu'est-ce qui s'est passé juste avant le 16 octobre pour pouvoir expliquer ça. Et le seul fait particulier qu'on a réussi à mettre en exergue, c'est celui que le 2 jours avant, le dimanche, Christine et Jean-Marie avaient reçu chez eux son frère justement Michel, accompagné de son épouse. Pour montrer le canapé. Et en cuir. Oui, c'est vrai. Dont il était très fier. Oui, mais ils étaient, il y a aussi un procès derrière du matérialisme en réalité. Oui, c'est sûr, Jean-Marie leur en a mis plein la vue. C'est ça. Par sa réussite, par son argent, par son bonheur, l'agrandissement de sa maison, son canapé en cuir. Chez eux, c'était... Touche, c'est pas du sky, c'est vraiment du cuir. C'est vraiment du cuir. Ça veut dire j'ai de l'argent. Donc ils étaient... Et comme par hasard, la lettre dit, ce n'est pas ton argent. Le surlendemain, on tue son fils, et on lui dit, c'est pas ton argent qui va te redonner ton fils. Donc on voit d'emblée le lien de cause à effet qui me semble évident. Et il se trouve qu'on le découvre un peu plus tard, que Michel Villemain est un ami de Bernard Laroche. Alors Michel Villemain, frère de Jean-Marie. Voilà, et qui passe avec lui toute l'après-midi du lundi et le début de l'après-midi du mardi. Alors Michel Villemain a toujours nié avoir parlé de quoi que ce soit. Il a dit qu'ils avaient parlé d'autres choses, ils avaient regardé un cadre. Mais il a tout dit à son confrère Michel Villemain quand on suit les carnets. Dans cette famille, il ne parlait que de Jean-Marie, il ne parlait que des histoires de famille. Obsessionnel. Donc c'est ça qui a certainement, réveillé la haine qu'il y avait au fond de quelqu'un, il y a le témoignage de quelques personnes, et qui a amené donc le criminel à passer à l'acte. Parce que la haine devenait trop forte, trop présente, trop pesante. Pendant un temps, la haine a été exprimée par les lettres et les coups de téléphone anonymes. Ils se sont arrêtés parce qu'on a dû envisager autre chose de plus grave. Et d'ailleurs, il se trouve que je crois que c'est je ne sais plus où exactement, dans un supermarché, aucun des 3 villages dont nous parlons,
une bon, brave dame qui faisait des crêpes ou des pizzas a entendu 3 personnes dire cette fois, ça suffit, il faut lui faire sa fête, il faut lui régler son compte. Alors, moi, je suis Ça peut être un notre peu affaire. méfiant par rapport à des événements comme ça. Vous savez, quand on fait l'enquête judiciaire, il est très très fréquent, voire quasi général, qu'on ait des petits bouts de phénomènes un trucs peu parasites comme ça. Oui. Alors, On se il est méfie. parfois tentant de les raccrocher, mais il faut le faire avec beaucoup de précautions, parce que il n'y a aucune certitude, il n'y a rien. Alors, par contre, on a quand même suffisamment de certitude à l'intérieur de l'affaire Grégory pour savoir où on va et pour affirmer que la justice, après des années d'errement peut-être, enfin n'est pas restée totalement muette, immobile et sans position sur cette affaire. Et oui, parce que finalement, comme vous le dites, et comme c'est la vérité, on finit par savoir qui c'est en réalité. Bon. Voilà. Problème, Ce qui est c'est sûr, que- c'est que la gendarmerie dit et Ils répète échappent aux qu'elle assises sait pour qui est-ce qui a l'instant. enlevé Grégory. Oui. C'est ce qu'elle Voilà, dit. elle le dit, elle l'affirme. Elle le dit. Et alors, bon, tout le montre, mais quelque chose de montre encore plus. Vous ne vous contentez pas de faire des dictées, ce qui est un excellent réflexe, très professionnel, puisque justement confié à 2 spécialistes de grande valeur, ces 2 dames qui incriminent au milieu de plusieurs centaines, l'une et l'autre, Bernard Laroche, comme auteur des lettres, il y a autre chose. Vous procédez à des interrogatoires. Oui, bien sûr, comme dans toute enquête. Et il y a un interrogatoire fameux qui doit être resté, mon colonel, dans votre mémoire. Celui de Muriel. De Muriel Boll, un certain vendredi, je crois, la semaine qui suit, fin octobre. Alors c'est même tout début novembre. Ah oui, c'est 15 jours après. Les faits commencent le 2 novembre. En fait, on l'entend une première fois. Ah oui, oui, justement, Ouais. ce détail, son importance, c'est pendant la Toussaint. Mais ce Ouais, c'est détail ça. a une certaine importance relativement au juge qui est parti faire du trekking en Algérie. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou pas, enfin, il est injoignable. Non, Mais donc, le trekking, c'est un c'est autre plus moment. tard. Mais le fait est que ce week-end-là, le juge Lambert, puisque vous parlez de lui, On va en parler. ne s'est pas rendu disponible et qu'il a refusé donc, de venir faire son travail en parce que attendant Muriel. c'était à lui à interroger. Non, Bien c'est à sûr, la bien gendarmerie ou Non, normalement, quand on travaille dans le cadre d'une commission c'est rogatoire, ensemble. que quelqu'un avoue sa participation à un crime, notamment le crime sur lequel les enquêteurs travaillent, par commission rogatoire, donc par délégation du juge d'instruction, De la justice. les aveux doivent être repris immédiatement par le juge d'instruction. Et vous avez des aveux de Muriel Boll. Alors Muriel Boll, il faut le dire, c'est une cousine de... C'est la belle-sœur C'est la belle-sœur. C'est la belle-sœur de Bernard Laroche. de Bernard Laroche, lequel est cousin de Jean-Marie Villemain, et qui vient vous voir spontanément. Alors, Muriel Boll. non. Non, vous Alors, allez Muriel la Boll, on requérir dans le l'entend. cadre des... Muriel Boll, on l'entend parce que après avoir Des eu donc auditions. le rapport des experts en écriture disant que c'était lui qui avait écrit les lettres, Oui. eh bien, on l'entend. On le met en garde à vue, on l'entend, il nous raconte son emploi du temps, son alibi, enfin, tout ce qu'il a fait le jour du 16 octobre. Il nous raconte ses relations sa place dans la famille, ses relations avec les uns et les autres. Et puis, à un moment, dans le déroulé de son emploi du temps, il nous parle de Muriel. Donc, logiquement, on va entendre Muriel, et il se trouve que Muriel dit l'inverse de ce qu'il a dit. Donc, on se dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. On se dit, donc il y a Muriel, il faut qu'on revoie Muriel pour approfondir ça. On se rend compte ensuite que Muriel ment, parce qu'elle nous dit être montée dans le car scolaire pour rentrer chez elle, alors qu'on retrouve le chauffeur Le de car chauffeur nous qui dit, mais qu'elle du n'était tout, pas elle n'y là. était pas, des amis. Deux de ses amis, de ses amis qui collègues disaient, de elle n'y était travail, pas. qui disent qu'elle n'était pas dans le car. Et plus tard, on retrouvera d'autres de ses copines de classe qui diront Elle est l'avoir montée vue dans une monter dans voiture. une voiture
et partir ailleurs. Donc on sent qu'elle nous ment. Donc on décide de Il était où ce collège d'ailleurs? À Bruyères. À Bruyères. À Bruyères. Donc elle a. C'était plus en amont. Oui. Donc dans ce cas-là, on la réentend et à un moment, confrontée à ces contradictions, à ces mensonges, donc, eh bien, elle craque et elle nous avoue, elle nous dit ben oui, j'étais avec Bernard qui m'a attendu à la sortie du collège, qui m'a emmené. On était dans un village, on s'est arrêté. Il est sorti, il est revenu avec un petit garçon. Que j'ai reconnu après comme étant Grégory. On est parti, il s'est arrêté une première fois quelques instants, on est reparti, une deuxième fois il est sorti avec l'enfant, et quelques minutes après il est revenu sans lui, et on est rentré à ce moment-là. On s'est arrêté quelques instants, je crois que pour couvrir l'affaire, il est allé acheter du vin, c'est pas ça? Alors ça c'est après. C'est après. Hein. Oui. Après ça c'est Bernard Laroche qui raconte qu'il est allé chercher du vin, c'est le moment où on le retrouve, où des centaine de bouteilles de vin, des témoins le voient. Stupéfiant. Avant, personne, il n'a aucun témoin pour étayer ces affirmations. Aucun. Il y a un trou absolu dans son emploi du temps entre 16h et 18h. Ça, c'est assez clair. Il y a d'autres personnages qui ont un trou dans leur emploi du temps, mais enfin, ça nous oppose, on y viendra plus tard. Alors, Bernard Laroche, donc, est incriminé. Est incriminé une première fois par Muriel Boll. Vous inculpez. Le juge d'instruction, on va arrêter. Mais oui, c'est pas à vous de le faire, oui, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que Muriel nous fait ses premiers aveux le vendredi. Oui. Moi, j'appelle le juge pour lui dire on a tels aveux. Il nous dit ah bon, écoutez, on verra bien. Ce soir, je ne peux pas venir, j'ai un dîner. On verra bien demain matin. Le lendemain matin, elle confirme tout ce qu'elle a dit. Je crois que vous envoyez un autre gendarme la chaussée. Alors, on fait venir un médecin, son père aussi. On rappelle le juge en lui disant qu'est-ce que vous faites? On n'arrive pas à la voir. Mais au bout d'un certain temps, on arrive tout de même. Il n'y a pas de téléphone portable, encore une fois, à l'époque. Et vous dites que vous faites tous les numéros possibles pour le joindre? Et il dit non, écoutez, le week-end, je ne peux pas. J'ai prévu d'autres choses. On verra lundi. C'est complètement incroyable, mais c'est pourtant la stricte vérité. On est dans une affaire qui fait la une de tous les journaux depuis 2 semaines. Très vite. 40 journalistes qui sont sur le terrain, qui sont partout. Toute la France suit l'affaire. Et on a un juge d'instruction qui nous dit j'ai autre chose à faire. On verra lundi, quoi. Et le lundi, donc, moi je la ramène chez ses parents, le samedi midi. Je vois son père, sa mère, je leur explique qu'il ne faut pas parler de l'affaire. Je me dis, mais on est dans une situation qui est complètement ubuesque, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis je croise en plus Bernard Laroche avec sa femme quand je sors de chez eux. Qu'elle vient d'accuser. Je me dis vraiment qu'on est dans une situation qui est complètement mais vous ne pouvez pas téléphoner à votre hiérarchie pour que quelqu'un secoue le juge? Oui, mais c'était pas dans l'air du temps à l'époque de pousser. Enfin, toujours est-il que quelque part ce retard donne encore plus de poids aux aveux de Muriel, puisque le lundi matin, elle réitère. On va la récupérer, on la présente d'office devant le juge d'instruction. Là, le juge d'instruction, tête-à-tête avec elle, l'entend. Lambert. Oui, Lambert. Et elle répète. Voilà, elle répète tout ce qu'elle a dit. Et là, donc, on va interpeller Parce que dans le week-end, elle n'a pas dit à ses parents ce qu'elle avait dit, je pense. Il faut croire que non, parce que tout le monde est tombé un peu dénu. Oui. Donc, ils ont bien respecté les consignes que je leur avais données. En tout cas, donc, elle a respecté tout. Bernard Laroche a été inculpé par le juge Lambert, qui fait l'erreur derrière de faire une conférence de presse durant laquelle il dit que c'est grâce au témoignage de Muriel, notamment, qu'il a inculpé Bernard Laroche. Et or, il a remis cette Muriel en liberté. Donc, Muriel retourne chez elle, il y a toute sa famille qui tombe des nues et qui lui tombe dessus. Elle est certainement un peu bousculée, et le lendemain, elle vient et elle dit je vais rétracte. C'est là que la deuxième affaire Grégory commence. Quand vous parlez de bousculer, elle n'est pas bousculée le lundi soir. Bon. On sait après, il y a un passage à tabac. C'est en 2017 qu'elle a été certainement il y a un cousin qui a témoigné en 2017. Oui. Au point d'ailleurs que ce passage à tabac dans la nuit du lundi au mardi, pour que le mardi, elle dise non, les gendarmes, source pour vous de gros problèmes, vont t'obliger à incriminer Bernard, mais Bernard n'est pas coupable. Et elle se butera. Je ne sais pas, jusqu'à la fin de sa vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour répéter ce mensonge. Mais parce qu'elle a passé une sale nuit.
Au point que, probablement. au point que le cousin dira qu'un personnage important de l'affaire, Marie-Ange Laroche, la femme de Bernard Laroche, verra des cheveux roux dans la main de sa sœur, donc femme de Bernard Laroche, qu'elle lui a arraché. Et que cette pauvre femme, cette pauvre fille s'est fait passer à tabac par plusieurs personnes en plus, apparemment. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a subi de grosses pressions. Il faut se dire que dans la famille... Grosse pression, vous appelez ça comme ça, vous ? Ils sont tous tombés des nues. Ils sont tous pour eux, imaginez que leur Bernard, leur nanar, soit coupable de quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il était sympathique en plus. C'est impensable. Parce que dans la famille, dans la vie quotidienne, c'est quelqu'un qui est effectivement passé pour quelqu'un de serviable, de généreux. Puis c'était un chef, lui aussi, il était chef de la section syndicale, non ? À moins que ce soit Marcel Jacob. Alors lui, il est arrivé chef de la section CGT. Il est arrivé... c'était un CGT aussi. Oui, il est arrivé beaucoup plus tard et il a réussi à passer contre-maître. Alors, 30 secondes sur le juge. Vous l'assaisonnez, mon colonel, dans votre ouvrage. Je le replace face à ses responsabilités, mais c'est tellement facile de le montrer comme il est. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. Vous dites que quand il arrive, ce petit juge, il a 33 ans, il a à peu près votre âge, vous en avez 31 à ce moment-là. Ça fait quelques mois que vous êtes à Épinal. Et il est à Épinal aussi, et vous l'invitez à dîner. Alors il vous dit, quand même, il vous paraît un peu chelou, comme on dit maintenant, dès le début, parce qu'il vous dit que c'est un anarchiste. Oui. Il sort de l'école de la magistrature, d'ailleurs. Ça, il a été bien formé ou déformé par l'école de la magistrature. Il dit, je suis un anarchiste. Un anarchiste, je ne sais pas quoi d'ailleurs, il ajoute... Alors il dit qu'il adore Léo Ferré, ça va avec la fantasmagorie, il vous surprend un peu. Et puis il dira des choses qui vous tétanisent, parce qu'un jour il dira, mais... cette affaire, c'est la chance de ma vie. Il dit des choses invraisemblables, notamment celle-ci. Cette histoire, c'est la chance de ma vie. Parce qu'il vous dit aussi qu'il veut devenir journaliste. Oui, après, on a vu qu'en fait, il ne rêvait que d'une chose, c'était de tirer profit de cette affaire pour faire parler de lui et puis quitter la magistrature, c'est ce qu'il a fait, pour faire un autre métier. Vous dites tirer profit, on pourrait l'entendre en deux sens. Parce que beaucoup de gens disent, et notamment quelqu'un que cette affaire a dégoûté, Laurence Lacour, qu'il vendait des juges qui vendent à des journalistes des comptes rendus, des pièces d'un dossier pour s'enrichir. Ce qui est sûr, c'est que au départ, c'était quelqu'un qui était très atypique. C'est fréquent qu'il y ait des magistrats qui vendent à des journalistes des pièces de dossier. Puis nous sommes au Botswana. Alors, on a surtout soupçonné à un moment son greffier de ne pas être très clair sur ce plan. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean-Michel Lambert s'est trouvé complètement aveuglé, notamment par l'ampleur médiatique. On va y venir à cet aspect qui n'est pas le moindre. Mais alors, il vous dit... des choses... D'abord, il vous dit peu de choses parce qu'il dit à la presse des choses qu'il ne dit pas au chef de l'enquête, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire que vous apprenez des choses qu'il sait, notamment quand il va voir les Villemain au lendemain de la mort de Grégory. Vous l'accompagnez, il vous demande de rester à la porte. Il les voit en tête-à-tête. Vous ne savez pas du tout, il ne vous dit pas en sortant. Et vous apprenez par la presse le compte-rendu, on peut dire, de cet entretien, alors que c'est vous qui menez l'enquête, par commission rogatoire. Oui, ça fait partie. Il y a eu des dizaines de faits comme ça qui ont montré qu'on ne fonctionnait pas normalement entre le magistrat instructeur et puis les enquêteurs. C'est une des choses que je me reproche un peu, c'est qu'à un moment, mais ce n'était pas dans l'air du temps à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, l'affaire Grégory se déroulerait de manière totalement différente. Notamment parce qu'il y a plusieurs juges. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans chacun son boulot, mais chacun a un devoir vis-à-vis de l'autre. Les enquêteurs ne se laissent pas faire. Mais attendez. Là, je suis coupable de vous couper, mais je vous coupe.
combien de magistrats, alors je viens de le dire, nous le disons tout à l'heure, nous le redirons à propos du juge Simon, et puis des juges qui ont suivi, des procureurs de la République, Bosc, Martin, qui sont arrivés ensemble à disculper la fausse coupable, créée de toutes pièces par la presse, et on le verra par la police de Nancy, ainsi que par les avocats. C'est peut-être le moment de dire tout de suite qu'il y a un dîner terrible chez Maître Welser à Épinal en décembre, le 4 décembre, je crois, entre un certain Jean-Michel Bézinard, qui contrôle une bonne partie de la presse française, qui informe, qui est le correspondant local d'une bonne partie de la presse française. Alors, Laurence Lacour dit qu'il dans ce livre, parce que c'est un aspect qui l'a intéressé en tant que journaliste, elle était tellement dégoûtée qu'elle a quitté Europe 1. Elle était journaliste à Europe 1 à l'époque. C'était son concurrent, il faut dire, Bézinard. Il couvrait la région pour RTL, pour le Journal du Dimanche, pour le Figaro, pour le Parisien, pour l'Agence centrale de presse, l'ACP et l'AP, presse étrangère. Il avait plusieurs noms de plumes. Il s'appelait Jean-Michel Jandon dans François. Puis il avait une femme Jean-Marc Ulry dans le Figaro. Il avait une femme qui signait aussi. Oui. C'était un couple infernal. C'est sûr que c'est un des aspects essentiels de l'affaire l'affaire Grégory. Pour protéger le clan de gauche, on veut dire, qui s'était rendu coupable de cette chose qu'il ne faut jamais dire, qu'il ne faut jamais que les Français sachent, c'est que le ressentiment social, qui est quand même le ressort de la gauche, peut aboutir à un crime. Bref, d'enfants en plus. Dîner à Épinal, dans le bureau de Maître Welser, avec ce fameux Bézinard qui contrôle toute la presse, et qui est le premier d'ailleurs à faire courir le bruit que ça pourrait bien être la mère. Et qui est celui aussi qui un jour ira impressionner le petit juge Lambert en lui disant « Mais qu'est-ce que tu attends pour inculper cette salope ?» Cette phrase. Ça, c'est Lambert qui dira lui-même. C'est vrai qu'il y a eu... En montant toute l'opinion. Mais aussi Gorazi, qui est le patron du CRPJ de Nancy. Et ces trois personnages d'ailleurs qui dînent d'un couscous, on sait tous sur ce dîner, raconté par Laurence Lacour, sont tous les trois membres de la même loge à Nancy, maçonnique. C'est ce qu'elle dit, oui. Les trois mauvais compagnons dans la mythologie maçonnique. Les trois mauvais compagnons. Non, mais c'est effectivement ça l'affaire Grégory. C'est l'histoire d'un journaliste qui, d'emblée, se met dans la tête que la mère peut être l'auteur de la mort de son fils. Il ne se met pas dans la tête. Tous les trois, là, non, mais d'abord, au départ, le premier impliqué dans l'affaire, c'est Bézinard. Dès le premier jour, il est là. Bézinard, oui. Dès le premier jour, dès le lendemain de la mort de Grégory, il est là. Et il nous voit dans la gendarmerie. Il rentre et il me dit, mon capitaine, je vous parie le champagne que c'est la mère. On le vire de la gendarmerie. Ah, très vite. Très vite. Le premier jour, il se met dans la tête que c'est un crime de femme et que c'est la mère qui a commis ce meurtre. Et il n'aura de cesse de déterminer, de chercher à démontrer qu'il a raison. Et il se trouve qu'à un moment, il rencontre, il connaît déjà deux autres personnes qui ont des intérêts convergents avec cette position. Et idéologiquement proches. Peut-être aussi pour Lambert, c'est sûr, pour Welser. Mais il se trouve que l'avocat de Welser est intéressé par cette thèse de la mère. Parce que oui, Lambert, c'est autre chose, il est anarchiste. Lambert est après manipulé. Mais la thèse de Welser, ça a toujours été, c'est pas lui, puisque c'est elle. Et oui, il faut trouver. Donc, il n'a jamais cherché à défendre Laroche sur le fond, mais il a cherché à le faire oublier. Le troisième personnage, c'est le commissaire de police, Gorazi, qui arrive derrière. Et on lui présente patron de la CRPJ de Nancy. Et il se dit, voilà, j'ai une affaire célèbre dont tout le monde parle qui va me tomber comme ça, toute cuite dans mon bec. Ces gendarmes se sont plantés, ils n'ont pas voulu voir la vérité. Alors c'est la mère et on va démontrer qu'ils sont mauvais en police judiciaire et ils y trouvent son intérêt. Et on a ces trois personnes-là, effectivement, qui se rencontrent dès le mois de novembre.
et qui voient qu'ils ont des intérêts Le 4 communs, décembre, je crois. et qui Ah, créent c'est une novembre, alliance, oui. qui créent une alliance entre eux, et qui décident tous les trois donc de peser sur le juge d'instruction pour le retourner en quelque sorte. Et ils y arrivent, puisque deux mois après, le résultat est que Lambert a totalement abandonné la piste de Bernard Laroche. On est toujours saisi, mais il nous interdit de poursuivre les investigations contre lui, alors qu'on recueille des éléments pourtant qui sont très importants et qui ne seront recueillis sur les voisins que notamment, 6 ans plus tard. qui ont vu Laroche. Exactement. Tout est fait donc pour Près de la maison des Villemain. oublier Bernard Laroche, et il ne s'intéresse qu'à Christine Villemain. Alors, j'ai fait une petite digression, pardon, mais je voudrais qu'on reste encore 30 secondes sur ce juge d'instruction. Et ce qu'il vous dit. Alors, il dit qu'il veut faire une carrière, d'ailleurs, un jour, il finira par écrire un livre et faire des pieds et des mains plusieurs livres, pour passer à apostrophe, faire un grand écrivain. Son heure de gloire, oui. Vous avez lu ces livres? Le Petit Juge? Oui. Oui, je l'ai lu, bien sûr, oui. Ah ben, il est intéressant pour comprendre l'homme, Oui. et pour pouvoir justement le placer face à ses responsabilités. Mon colonel, 2 secondes, 2 minutes même sur ce juge et sur les juges d'une manière générale. Vous dites que les choses sont corrigées. On veut le croire, parce que des affaires comme celle-ci, il y a une incrimination aussi que l'on peut faire de je ne sais trop quelle autorité judiciaire à Saint-Dié qui aurait dû s'émouvoir de plaintes à propos de l'affaire des Corbeaux, et qui sont avant le meurtre de Grégory, qui sont classées sans suite. On aurait pu mettre son nez là-dedans, dans une atmosphère épouvantable, dans les années 80-82. Mais enfin, il y a l'affaire du juge Pascal, pardon, excusez-moi, qui est terrible. Ce juge d'instruction dans un village à Bruay-en-Artois, c'est à peu près au même moment, c'est un peu après, le meurtre de Brigitte Devers, oui. Brigitte Devers, qui inculpe le notaire du coin et qui nous dit ça ne peut être que lui, puisque c'est le plus riche. On revient à notre idée. Le juge Pascal. Oui. Alors bon, le juge rouge. Lambert, c'était autre chose qui l'animait. Lambert, c'était son narcissisme, c'était sa volonté de sortir de ce métier qui ne le satisfaisait pas vraiment. Il voulait être sous les feux de... Il voulait être écrivain, il voulait être reconnu. Totalement il immature. était complètement aveuglé. Mais totalement immature. Ah oui. Comment confier des affaires si importantes? Et d'ailleurs, pourquoi est-il resté seul pendant si longtemps sans que la chancellerie envoie quelqu'un d'autre que ce juge que il est facile de manipuler? La chancellerie n'a rien envoyé. Le système judiciaire l'a suivi pendant 2 ans, puisque Christine Villemain a été renvoyée devant les assises à la fin de l'année 86. Elle a fait une tentative de suicide. On arrive à l'année 86. On a ses jeunes parents, Christine et Jean-Marie Villemain. Ils ont perdu leur fils unique. Ils ont eu un autre enfant, mais elle les élève toute seule. Elle se retrouve mise en examen pour le meurtre de son propre fils, et son mari est en prison pour s'être rendu coupable de l'assassinat de Bernard Laroche. C'est une situation qui est absolument inimaginable. Et c'est pourtant la leur à la fin de l'année 87. Elle finira par attenter à ses jours. Absolument. Il y aura une tentative de suicide, parce qu'à un moment, elle est vraiment désespérée. Elle ne croit plus en la justice. Mais pourtant, heureusement, la justice se ressaisit et le système fait qu'à un moment, on entend les avocats qui disent que le dossier ne tient pas. Et le dossier remonte à la Cour de cassation qui l'observe, qui voit que le dossier effectivement n'est pas en l'état de passer devant une cour d'assises et qui décide donc de le renvoyer, de le délocaliser, de le renvoyer à Dijon pour un supplément d'information. Et là, l'affaire Grégory arrive entre les mains du juge Simon, de Maurice Simon, qui est l'anti-Lambert. Vraiment, c'est l'opposé de Lambert à tout. Qui arrive en 87. Mais il faut dire qu'en 87, j'allais dire que je politise tout, c'est la première cohabitation, le ministre n'est plus Badinter. Et je reviens quand même sur ce point, colonel. Oui, mais je ne crois pas que ça ait une influence. Je peux émettre une hypothèse? Allez-y, mais je ne sais pas forcément. Incriminer cette femme, ce qui est le jeu de tous les avocats qui protègent du coup, qui crée un coupable de substitution et qui fait pression sur le juge pour qu'il finisse par l'inculper. En regardant ses chaussures, dites-vous. Il dit « je me lance ».
devant Christine Villemain, je vous inculpe pour le meurtre de votre fils. Et après, il lui serre la main. C'est dire s'il est immature. Elle lui refuse, bien entendu, mais enfin, Oui, ça fait l'immaturité de ce juge était effrayante et de quelques autres juges. On pense aussi au juge Burgot, je suis désolé de vous le dire, mais enfin, il y en a quand même pas mal dans l'affaire d'Autreau. Bah, écoutez, c'est vraiment le bouc émissaire. Lambert, c'est lui qui se fait du mal tout seul. Oui, c'est le Et il aurait écouté ses pairs, il n'aurait pas fait toutes les fautes. Mais il n'est pas remplacé, et voilà mon hypothèse, il n'est pas remplacé parce qu'il est facile à manipuler et il finit par ajouter foi, par vous dessaisir. Absolument. Par vous dessaisir au bénéfice de la police, SRPJ, Nancy, etc., Loge, Bistruc. Et même, vous êtes sur le point d'être inculpé, vraiment que vous êtes protégé, comme nous le disions au début de la conversation, par le procureur Lecomte, qui vous dira, si j'avais flanché, vous étiez cuit, mon cher Sesma. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Oui, il y avait une volonté de me détruire, de me nuire, qui était très très forte pour discréditer notre travail. Et Robert Badinter poursuit dans l'escalier. Le jour où il va être convoqué à Paris, le procureur Lecomte vous protège, en disant il reste 10 minutes en tête à tête dans l'escalier, pour qu'il n'y ait personne d'autre qui... Et Robert Badinter lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend de protéger ce capitaine Sesma? Ça l'embête que vous soyez là. C'est vrai. Et ça l'embête parce que vous n'ajoutez pas foi du tout, rien de votre enquête, il vous l'a raconté, le procureur Lecomte, rien de votre enquête ne permet d'inculper Christine Villemain. Or, il faut l'inculper. Je ne peux pas m'empêcher de dire, voilà mon hypothèse, de me dire que Robert Badinter est le mari d'Elisabeth Badinter. Et quelques années plus tôt, Elisabeth Badinter... Oui, il y a la loi sur l'avortement. Il y a autre chose. Elisabeth Badinter publie en 1980 un livre, L'amour en plus, dans lequel on est dans la période de la déconstruction de tout, y compris de la famille, y compris de l'amour maternel. Elle explique que anthropologiquement, l'amour maternel n'existe pas. Et qu'il y a autant de signes de haine de la mère pour ses enfants que d'amour. Elle tue le côté naturel de l'amour familial et de l'amour maternel. C'est la femme du garde des Sceaux. Lequel garde des Sceaux poursuivra la thèse de la culpabilité de la mère qui a tué son fils. Vous voyez pas un lien quand même? Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il fallait comprendre comment Christine Villemain, dont tous les témoins, tout le monde disait que visiblement elle adorait son fils. Il fallait comprendre ce qui s'était passé. Donc le juge Lambert l'envoie devant des experts en psychiatrie. Elle passe devant 7 collèges successifs d'experts en psychiatrie criminelle. Alors que Bernard Laroche n'a jamais eu un seul... Jamais, il n'a jamais eu droit à ça. Jamais son avocat pour l'a demandé pour essayer de le disculper. Mais oui. 7 collèges d'experts. Parce qu'il faut bien trouver quelqu'un qui va avoir le courage de dire que cette femme est folle. Mais aucun ne le fait. Il y a simplement une expert qui écrira que finalement, le fait qu'une femme tue son enfant est quasiment la base et ça, c'est 68. C'est les 68 ans. Mais il y a un moment, on tourne en rond et comme on n'a pas de matière... Et c'est le livre d'Elisabeth Badinter, L'amour en plus, 1980. C'est normal qu'une mère tue son fils. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un à qui ça paraît sublime, forcément sublime. Oui, la fameuse... Hein? C'est Marguerite. Marguerite Duras. Tante Marguerite. Qui s'embourbe, la pauvre, dans cette histoire. Là, Marguerite Duras, que la défense des Laroche font venir avec Libération, comme par hasard, qui manquait dans le tableau. Et Madame Duras, feu Marguerite Duras. Parce qu'on la paye pour venir dire ça. Il y a de l'argent partout dans cette histoire. Faire cette enquête là. Il suffit de lire Laurence Lacour. Elle dira qu'elle sent le meurtre. On la paye pour qu'elle vienne à l'éponge. Elle hume la maison. Elle dit oui, ça s'est passé là. La mère a tué le fils, comme une voyante extra-lucide, n'est-ce pas? Bon. Elle est sublime. Et c'est sublime, virgule, forcément sublime de tuer son fils. Voilà où on en était dans les années 70 et 80, mon colonel. Et je ne sais pas si ça ne perdure pas un petit peu mezzo voce quelque part. Dans les remugues de la gauche. Alors
Alors, au milieu de tout ça, Au milieu de tout il y a ça. eu la mise en cause de... Il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un moment, il y a eu un procès qui est intenté contre nous, puisqu'il C'est y ça. a une plainte qui a été déposée contre les gendarmes qui ont entendu Muriel. On a eu une plainte contre nous. Moi, j'en ai été victime aussi, j'ai été ciblé là-dessus. On a été poursuivis pour faux usage de faux, subornation de témoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont monté une histoire pour faire croire que nous, les gendarmes, quelques gendarmes, 5-6 gendarmes, Vous avez monté nous toute avions l'opération. manipulé une gamine de 15 ans pour la faire craquer, pour pouvoir mettre en cause quelqu'un qui... C'est incroyable. Je ne sais pas combien de procès vous avez subis d'ailleurs. Alors, cette affaire-là, Une quinzaine, non mais le pire, M. Couteau, il faut souligner, c'est qu'il y a un moment, nous étions toujours saisis de l'enquête, au début de l'année 85, en janvier, mais il y avait cette plainte contre nous qui avait été jugée recevable, donc on faisait l'objet d'une plainte qui allait être instruite, et le fait est que j'ai été entendu 12 fois par 4 juges différents dans le cadre de cette plainte. C'est le monde à l'envers. Qui s'est conclu par un premier non-lieu, mais qui a confirmé en appel, confirmé jusqu'en cassation. La volonté de nous nuire, de détruire notre travail, Aller jusqu'en cassation. de détruire notre honorabilité, notre honneur, La hiérarchie, a été jusque-là. La hiérarchie, À l'époque, elle était elle totalement... n'a pas tellement suivi à ce moment-là. Non, à hein. l'époque, elle était totalement tétanisée Mais c'est un gendarme, par tout ce qui se passait. un officier de gendarmerie, ouais. poursuivi devant les tribunaux Moi, j'ai été seul à pour son travail. devoir prendre les conseils d'un avocat parce que je craignais vraiment être inculpé, parce qu'on me l'avait dit. Et mon avocat était sidéré du manque de réaction de la hiérarchie gendarmerie. Mais à l'époque, elle était tétanisée par le c'est poids l'ambiance politique à Paris. c'est l'ambiance et tout ce qui politique. se- On qui ne peut se pas passait. attaquer la gauche à Paris, vous savez ça. Elle règne depuis 50 ans, vous savez C'était ça. une époque. Depuis la mort du général de Gaulle, il n'y a plus une voix autre que la gauche, chaque fois qu'il y a une circonstance importante. La Ligue, on a parlé de la maçonnerie, la presse, Il ne faut pas mettre toutes Toute les presse. maçonneries dans le même sac. bien mon Hein, colonel. Il y a des Je suis au il y a courant. des obédiences qui sont Je suis au courant. différentes. Je suis au courant, vous avez raison. C'était le Grand Orient. Mais Parti Socialiste, CGT, on reparlera plus tard d'un certain Paul Prompt, qui est avocat, un des 8 ou 10 avocats de la famille Laroche, Paul, etc., qui est aussi l'avocat de l'Humanité. Il y en aura un autre d'ailleurs, avocat de Robert Hue, qui se mêlera de l'affaire un peu plus tard contre le juge Simon, on verra. Mais on arrive à cette chose-là, que vous êtes enfin, grâce à la Cour de cassation, disculpé, mais que le juge Lambert, qui lui reste, parce qu'il est facile à manipuler, justement, il y reste seul, on ne le double même pas, parce qu'on sait que de celui-là, on fera ce qu'on voudra, marionnette. Oui, puis à un moment, le système se trouve dans une impasse, puisque comme Bernard Laroche est mort, il faut absolument trouver quelqu'un. Ben oui. un autre coupable. Sinon, Vous vous rendez compte, la si justice elle perd totalement la face. Christine Villemin avait réussi, il s'en est fallu d'un cheveu, à se supprimer, c'était en or. Et puis l'affaire en serait restée là. On aurait dit, ben voilà, C'est elle. son meurtre est un aveu. Alors, son suicide est vous un êtes aveu. dessaisi de à peu près tout, et en note d'honneur que vous êtes, Au mois de février, Bernard Laroche est remis en liberté et nous sommes dessaisis au profit du SRPJ, du SRPJ. qui reprend l'affaire. Moi, un peu naïvement, à cette époque-là, je me dis, bon, la PJ, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, hein, tout ce qu'on a su après. Je ne connais pas toutes les connexions, les connivences qu'il y a entre Corazie, Welzer, Bézina, je ne sais pas. Corazie, Je cherche à joindre SRPJ. Corazie pour essayer de lui dire, attention, vous allez reprendre un dossier. Il y a ce qu'il y a dans le dossier, mais il y a tout ce qu'on sait à côté. Il n'ira même pas voir les gendarmes pour Non, savoir ce que vous avez fait pendant Ah non, plusieurs jamais, mois. jamais. C'est dingue. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai un cousin qui Ah, travaille ça, dans le les impôts. SRPJ. Je lui dis, écoute, je suis prêt à le voir, même en off, en civil et tout. Ce ne sera pas connu. Je lui dis simplement ce que j'ai à dire. Il me rappelle 2 jours après en me disant, écoute, ils ne tout veulent ce pas qu'il te faut. voir et méfie-toi, ils vont te bouffer. Textuellement, ce qu'il me dit. Donc, La police. La police, voilà. Donc la police est rentrée en prenant systématiquement à contre-pied tout ce qu'on avait fait Ça a été effarant. pour essayer de démontrer que ça ça ne pouvait être Effarant. que Christine Villemin. Et ils ont fait une enquête à charge, vraiment de manière qui était plus que limite parfois. Et c'est dommage qu'il Mais n'ait parce jamais qu'ils eu étaient soutenus en haut lieu. il n'ait jamais eu à rendre de compte, parce que le commissaire Corazie a fait des choses qui étaient
qui est allé à l'encontre de la déontologie policière. Et c'est dommage qu'on ne lui ait pas demandé de rendre des comptes, encore une fois. Et on a laissé ainsi faire ça. Heureusement que le système après s'est retourné. Mais finalement, c'est quand même à l'honneur du système judiciaire, in fine. On va retrouver le juge Simon. Vous demandez finalement, en homme d'honneur que vous êtes vers l'été 86. 85, votre mutation, pardon. Vous en avez marre de ne plus servir à rien. Non, puis je ne peux plus travailler. Lambert a été maintenu. Moi, je suis désavoué. Je fais le constat que je peux plus Alors c'est vous qui prenez l'initiative, parce qu'on dit que vous êtes nommé sur le front de l'Est. Vous êtes en effet nommé à Berlin. Oui, je demande à partir et on me dit, ben voilà, vous êtes muté à Berlin. Au départ, je ne connaissais pas. Je me dis, alors, parlons un peu de Berlin. On reviendra à l'affaire. En fait, c'était une magnifique affectation. Ça vous a plu, hein? Ah oui, c'était vous partez tout de suite à Berlin. Avec quelle mission? Alors, je commandais la compagnie prévôtale de Berlin. C'est-à-dire que c'était l'unité, il y avait une quarantaine de gendarmes, qui étaient chargés de toute la police judiciaire dans le cadre des accords d'occupation dans le secteur français de Berlin. Donc c'était nous qui étions chargés de tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Alors il faut dire que c'est juste avant la chute du mur. C'est juste avant la chute du mur. Le mur tombe en 89. Moi, je suis de 85 à 88. Je connais, donc, je vis l'expérience très intéressante du climat de la guerre froide, de ces relations très, très bizarres, très tendues. Il y avait des incidents autour du mur. Il y a des incidents en permanence. Moi, j'ai assisté à des... Alors, on ne voyait pas de victimes, mais on voyait ce qui s'est passé des choses, parce qu'on était souvent prévenus quelques minutes après. Et les VoPo, la Volkspolizei de l'Allemagne de l'Est avaient déjà enlevé les victimes, mais jusqu'à la fin, il y a eu des tentatives de passage, il y a eu des incidents. Parce que le jeu est un peu bizarre, parce qu'il y avait donc les 4 parties occupantes, les Américains, les Anglais, les Français, côté occidental, et les Soviétiques de l'autre côté. Mais il y avait aussi un autre élément dans le jeu, c'était l'Allemagne de l'Est, la RDA. Et la RDA avait développé au fil du temps un système politique qui était encore plus rigoureux que celui des Soviétiques. On avait du mal, quand on allait à Berlin-Est, on était confronté aux policiers est-allemands, mais qui étaient d'une sévérité jusqu'à la fin, mais incroyable. C'était vraiment. Ils étaient à la fois, alors qu'avec les Russes, ils étaient à la fois communistes et prussiens. C'est un drôle de. Oui, c'était ça. C'était très très prussien. C'est dur. Ils étaient plus communistes que les Soviétiques. Ils étaient plus intelligents. Alors qu'avec les Russes, moi j'avais l'occasion de les rencontrer. Bon, là, c'était un autre aspect. Ah mais les Russes, c'est pas des Allemands, c'est des civilisés, les Russes. Oui, c'est pas comme les Allemands. Les Russes, on les rencontrait notamment, on les voyait au quotidien dans certaines missions, mais on les voyait notamment lors de la grande relève de la prison de Spandau. Ah oui, parce que vous aviez un détenu célèbre. Bah oui, il y avait Rudolf Hess qui était encore en détention à perpétuité. Et qui est mort 10 ans plus tard. Qui était dans une prison qui était située à Spandau, dans le secteur britannique. Ah non, il est mort à ce moment-là. Il est mort en 87 quand j'étais là. Longtemps après. Alors le système était que depuis 1945, c'était les 4 forces d'occupation qui le surveillaient à tour de rôle. Et nous, on relevait toujours les Anglais, et nous étions relevés par les Russes, qui étaient relevés même par les Américains, et ensuite les Anglais. Donc tous les 4 mois, on avait il y avait la grande relève qui était assurée par la gendarmerie le premier jour. Donc la gendarmerie assurait, il y avait une cérémonie militaire très protocolaire avec les forces de chaque côté, la passation de consignes. Il y avait ensuite un repas protocolaire et donc tous les 4 mois, il y avait un repas avec les Russes. Alors avec les Anglais, c'était pareil. On était dans une grande salle de messe à la prison qui pas nécessairement chaleureux. 30 mètres de long, une grande table, on était face à face. Mais alors moi, en tant que jeune capitaine, j'étais au bout de la table là, à côté de tous les diplomates et tous les chefs et tout, et je me retrouvais toujours en face d'un jeune capitaine russe qui était un des interprètes. Donc il parlait français.
Et avec lui, on arrivait à blaguer. Et une amitié s'est nouée, plus ou moins. On arrivait à se retrouver et à développer un certain connivence. On était les petits capitaines de la table, mais on rigolait bien entre nous. Les Russes, c'est pas vrai qu'il faut dire ça, les Russes sont des gens délicieux. C'était vraiment très, très étonnant. Par contre, quand on allait à Berlin-Est et qu'on avait des problèmes, qu'on était confronté à la police est-allemande, alors c'était vraiment, ils étaient draconiens, et on était obligé, comme on était en uniforme, de faire appel aux autorités russes, soviétiques, pour nous tirer de la situation. Et vous étiez dans la rotation, c'était votre responsabilité au moment où, en 87, je crois, Rudolf Hess meurt à Spandau. Je l'ai vu, cette prison de Spandau, il n'y avait pas que lui dans la prison quand même. Il n'y avait que lui. Tout ce bins pour lui. Il n'y avait que lui, oui. Et quand il est mort, le mois d'après, la prison a été rasée. Ah, voilà. Toutes les pierres ont été broyées une par une. Ouais. Tous les restes ont été ensevelis dans un endroit caché pour que personne n'en fasse un objet de mémoire, de choses comme ça. Vous êtes rentré. C'était vraiment une période très très intéressante, Berlin. Quand je suis à Berlin, moi j'ai voulu oublier les Vosges. Et il vous rappelle. L'affaire Grégory, j'ai voulu l'oublier. Je me suis dit, la justice s'est plantée, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis plus du tout ce qu'il y a. Et finalement, non, elle se reprend. Et puis un jour, j'apprends quand même qu'il y a eu des procédures, que l'affaire a été renvoyée devant les assises, puis annulée, renvoyée à Dijon. Et puis un jour, je reçois une lettre de convocation. Je reprends à zéro, c'est le juge Simon. Et un jour, je suis convoqué par le juge Simon. Oui. Et je quitte Berlin, je vais à Dijon. Et là, je suis reçu, il me garde plus d'une journée. Au début des années 2000, je vois comme l'affaire Grégory évolue. On en parle toujours médiatiquement, mais on raconte n'importe quoi. Et souvent, on est gravement mis en cause. Et il y a un moment, je me dis, si moi, je ne dis pas ce qu'on a fait, si je n'apporte pas mon témoignage, les autres font l'histoire à ma place. Donc il faut se délier du devoir de réserve. Donc je me dis, il faut que j'écrive, il faut que je témoigne, il faut que je raconte ce qu'on a fait, voilà, les deux affaires Grégory. Et donc pour ce faire, je suis obligé de quitter la gendarmerie. Donc je démissionne. J'ai publié ce livre là en 2006. Et puis après, au bout d'un an, il faut retrouver un autre travail, parce que je suis jeune, et donc je retrouve un poste à la Régie des transports de Marseille comme directeur de la sûreté. J'imagine qu'on peut dire beaucoup de choses aussi sur les questions de sûreté dans les transports marseillais. Ça, c'est un autre grand événement. Oui, ça, il va falloir qu'on se revoie. La sûreté à Marseille, j'ai pas envie de vous quitter. Mais alors, donc, on revient à l'affaire Grégory, parce que vous écrivez en 2006 un livre que vous actualisez régulièrement. J'ai actualisé une fois l'année dernière pour les 40 ans. Pour les 40 ans, en octobre que j'ai complété. J'ai rajouté des chapitres, d'une part, pour vous dire tout ce qui s'était passé entre 2006 et donc 2024, l'année dernière, les 40 ans de l'affaire Grégory. Et puis je rapporte un dernier chapitre, parce que si vous voulez, moi je fais le constat que le paradoxe de l'affaire Grégory, c'est que 40 ans après, cette affaire est toujours judiciairement active. Il y a toujours un dossier qui est ouvert. Il y a toujours l'instruction est toujours ouverte. C'est-à-dire pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais j'ai le sentiment que la justice est dans une impasse. Je suis au regret de le dire, mais la force est de constater qu'elle travaille aujourd'hui essentiellement avec la police scientifique pour essayer d'apporter des éléments complémentaires permettant d'incriminer des gens. Mais ça ne suffit pas, ça ne donne rien. Donc on est peut-être dans une impasse. Mais moi je dis, attention. En 2017, il s'est passé quelque chose. On va revenir. En 2017, oui, il y a eu des choses très importantes. En 2017, il y a eu des choses très importantes. Muriel Boll a de nouveau été mise en examen et inculpée. Et incarcérée. Et incarcérée. Mise en examen et incarcérée pendant plus d'un mois. Et là, elle reste muette. Ainsi que les époux Jacob. Parce que la thèse de la justice, c'est que, en fait, le meurtre de Grégory aurait été commis par plusieurs personnes, notamment Marcel 3 personnes. Et Jacqueline. Voilà, les Marcel et Jacqueline Jacob, qui sont clairement désignés par la justice. Il est de fait qu'en 2017, la gendarmerie, qui est toujours saisie par la justice pour travailler, pour être la cheville ouvrière de l'instruction, utilise un logiciel qu'elle a développé quelques années plus tôt, qui s'appelle Anacrim. Anacrim, c'est une énorme application informatique dans laquelle on rentre tout, et la machine regarde toutes les connexions possibles entre les noms, les personnes, les voitures, les lieux, etc. Et elle sort un rapport, elle sort des fiches, elle sort des schémas. Et de ce rapport, qui fait à peu près 500 pages, il en sort une conclusion
qui reprend très clairement les positions de la justice de 1993, qui dit, on ne parle plus de la culpabilité de Christine Villemin, qui était totalement innocentée en 93. La thèse Christine Villemin doit être définitivement et absolument mise de côté. On sait clairement que c'est pas elle, que c'est pas possible que ce soit elle, et que c'est aberrant de l'imaginer. Et on revient sur l'affirmation que c'est bien Bernard Laroche qui a enlevé Grégory. C'est ce que la justice dit et répète. Et de là, le rapport dit il y a deux hypothèses. Pardon, l'hypothèse 1, il a agi seul. L'hypothèse 2, il a agi avec des complices. Et là, s'il nous reste 20 ou 25 minutes, et on pourrait parler toute la nuit de cette affaire, décidément, je suivrai tout de même assez volontiers, on va revenir à lui, le juge Simon, qui est peut-être l'homme qui a, avec vous, le plus fouillé cette affaire. Enfin, avec vous et quelques journalistes, Laurence Lacour, et quand même beaucoup de gens, et le procureur général Bosque, et le successeur de Simon, un certain Martin. Jean-Paul Martin, qu'on oublie souvent, alors qu'il a eu un grand rôle à jouer. Mais ça, c'est la gloire de la magistrature, on vient d'en dire du mal. Et oui, et puis comme on n'a pas trouvé de prise contre lui, on l'a oublié. Oui. Or, il a poursuivi Simon après ce qui est arrivé à Simon. Et c'est quand même Simon qui a donné sa vie. Absolument. Alors qu'il partait en retraite, il a repris cette affaire. Convaincu de l'innocence de Christine Villemin, passionné par cette affaire au point de dire dans ses carnets intimes, dont la lecture, je le disais tout à l'heure, est bouleversante. C'est long. Oui. Alors, je ne prendrais pas le mot passionné au départ. C'est un homme de devoir, Simon. C'est une passion, le devoir. Alors, la passion de servir, mon colonel. D'accord, ok, sous cet aspect-là, oui. Servir l'État, c'est une passion. Oui, on peut le croire comme ça. Moi j'ai été élevé dans l'idée du devoir. Mais j'ai eu le sentiment de vivre une passion. Mais moi aussi, figurez-vous. Servir la France, pour moi, c'est une passion. C'est intéressant, parce que si on a cette approche-là, ça soulage. Parce que des fois, le devoir peut être pesant. Pourtant, le devoir, il est porteur aussi. Il est source de bonheur quand il est bien fait. Il y a une passion aussi. Notre famille, c'était ça, c'était le devoir avant tout. Alors, mais Maurice Simon, il faut souligner le côté extraordinaire de son entrée dans ce dossier. La providence est dans cette affaire, comme dans toute chose, je crois. C'est unique dans toutes les annales judiciaires. Oui. C'est un haut magistrat qui voit passer le dossier. Le boulot normal aurait été que mais il allait prendre sa retraite, un juge d'instruction, d'autant plus qu'il est sur le point de prendre sa retraite. Et là, il voit un dossier qui est d'une gravité tellement grande, avec l'implication des erreurs de Lambert, donc de la justice, d'une manière tellement flagrante. Il a honte pour la justice. Il faut que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Je reprends le truc. Je ne peux pas donner ce dossier-là à un jeune juge d'instruction, c'est moi qui vais le faire. Et c'est lui qui s'auto-saisit. C'est lui qui se désigne et qui demande une prolongation de son service pour pouvoir mener à bien son instruction alors qu'il est sur le point de prendre sa retraite. C'est unique. C'est unique. Et c'est encore plus loin, parce que dans les carnets, il écrit, j'ai la phrase sous les yeux. Après, il y a l'histoire des carnets qui est extraordinaire. 19 octobre 88, je pense que je vais laisser ma vie dans cette affaire et c'est ce qui arrivera. Oui, vous avez vu ces carnets. C'est vrai que c'est absolument... Ça devrait être publié, ces carnets. C'est une œuvre presque littéraire. Et ils sont dans le dossier. Je ne sais pas s'ils ont été publiés. Il y a les gens informés peuvent les avoir, c'est sûr. Parmi les gens magnifiques que cette affaire a révélés, il y a un éditeur, l'éditeur de Laurence Lacour, Les Arènes. Ah oui. Qui est à 100 mètres d'ici, je crois, où travaille Christine Villemin. Oui, maintenant le travail là. J'y suis allé d'ailleurs, je ne suis pas tombé sur Christine Villemin, et on en parlera pour finir, mais je reviens à ce que je disais. Les arènes font partie des gens qui, et son directeur, dont j'ai oublié le nom, j'espère qu'on le rétablira, qui ont beaucoup œuvré
pour que l'on sache à peu près tout, et je pense que c'est eux qui devraient éditer les carnets de Simon, à mon avis, si j'ai une suggestion à faire, parce que c'est formidable. C'est d'une humanité. Il dit, un jour, réveillé au petit matin, j'écris un poème pour le petit Grégory, un juge. Et il dit, je vais de plus en plus souvent à la messe pour prier pour Grégory et pour que Dieu me laisse achever cette instruction. Grand chrétien, sens du devoir, il laisse sa vie. Lui, c'est l'anti-Lambert, il ne dit rien, enfin, jusqu'à un jour où il sera piégé lamentablement par un journaliste détective et on lui fera la peau. Parce qu'il est en train de rétablir la vérité. Et alors là, la vérité, c'est pas moi qui suis obsédé par l'aspect politique, excusez-moi. Mais regardez par exemple, il dit, c'est clair, 22 septembre 88 dans ses carnets, c'est clair, il ne faut pas découvrir le ou les vrais coupables parce que ce sont Laroche et consorts et qu'il y a derrière eux le Parti communiste et des élus socialistes. Je m'explique mieux dès lors le culot des bols qui se croient tout permis, politique et justice ne font pas bon ménage, c'est écœurant. S'il y en a un qui a compris la droite-gauche dans cette affaire, c'est bien lui. C'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a là les deux facettes d'un magistrat qui est à la fois un homme professionnel, mais aussi un homme tout court. Et on a donc son travail public au quotidien, tout ce qu'il fait, les gens qu'il reçoit, l'instruction qu'il mène, les procès-verbaux très longs qu'il rédige tous les jours. Et puis on a avec ça sa vie intérieure, ce qu'il dit, ce qu'il ressent. Son amitié pour sa greffière. Il parle sans cesse de sa greffière qui le soutient. Parce qu'en plus, il a un cœur faible. Il met ses dernières forces. Puis, il dit plusieurs fois, on veut que j'arrête, on met de la pression. Il a peur pour sa vie. Il demande une protection d'ailleurs, parce qu'il dit on va m'assassiner. Ça, c'est un des éléments fondamentaux de l'année 2017, parce que les carnets sont versés à ce moment-là. Et il faut souligner que Jean-Michel Lambert se suicide la veille à ce moment-là de cette information. Au Mans. Le juge Lambert, accablé d'avoir raté sa carrière de grand écrivain ou de grand showbiz, en tous les cas de magistrat. Bon, alors c'est peut-être le moment. On peut aussi parler, puisque vous êtes un petit peu dans les registres politiques, on pourrait aller jusqu'à se poser la question sur la fameuse question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire que la volonté de détruire notre travail a été jusqu'à monter une procédure. Donc c'est Welser et ses alliés qui l'ont montée. C'est-à-dire qu'ils ont la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'ils ont dit, d'accord, les gendarmes ont respecté les règles en 1985, quand ils ont 84, quand ils ont entendu Muriel, mais est-ce que ces règles-là étaient justes par rapport à l'esprit de la Constitution? Eh bien, au Conseil constitutionnel, ex post, ils ont réussi à dire, effectivement, vous avez raison, les règles telles qu'elles étaient écrites et appliquées à cette période-là n'étaient pas conformes à l'idée de la Quel était le président du Conseil constitutionnel à ce moment-là? Vous allez me le dire, je ne vais pas le citer. Mais je tiens ma peau. C'est sûr que c'est incroyable, ça a marché. Donc il y a une volonté de détruire le dossier avant même de l'étudier sur le fond, qui est absolument incroyable. La vallée, la Vologne, c'est le désert de l'amour. L'amour a déserté, la haine a pris le dessus sur tout. C'est terrible. Il y a un amour quand même qui émerge dans tout ça, c'est celui de Christine et Jean-Marie Villemain. C'est ce que je voulais vous dire. Ouais. Enfin, vous entendez. C'est leur force. Ils ont tenu. Et alors il y a quelque chose de formidable, parce que la presse reproche à Christine Villemain d'avoir un enfant après la mort de Grégory. Alors que quoi? Ça, encore une fois, c'est l'athéisme qui parle à travers la presse. Alors que le réflexe de Christine Villemain, dont j'ai lu quelque part, mais j'ai lu tellement de choses que je vais me perdre, qu'elle a voulu entrer dans les ordres quand elle était jeune. C'est chrétienne. Mais enfin, elle a, ou peut-être déchristianisé, en tous les cas avec un fond. L'amour de Christine Villemain et de son mari leur ont permis de tenir.
et de faire d'autres enfants. Je crois qu'ils ont 3 3, enfants. on ne dit pas où, je sais où, mais il vaut mieux pas le dire, quelque part en région parisienne, tranquillement. Et ils ont surmonté par l'amour. C'est vrai. Elle a redonné la vie. Alors évidemment, on l'en a accusé. C'est l'athéisme, ça. C'est pour ça que j'ai cité dans mon livre une phrase d'Alain. Un moment où c'était Alain. De Camus, Ah oui, qui dit « Seule la vérité peut affronter l'injustice, la vérité ou bien l'amour. » La vérité, c'est ça. Tout à fait. Et la réponse consistant à faire des enfants, à donner la vie, c'est l'amour. Et j'en reviens aussi à Simon, ce qui le meut dans cette affaire, c'est l'amour. Et on voit à quel point il aime sa greffière, par exemple. Puis d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire, il y a une histoire d'amour qui se naît, il y en a partout. Il y a un membre de la famille Laroche, une femme qui se marie avec un de ses avocats, parce qu'ils ont des batteries d'avocats. Maître Lombard arrive, enfin les avocats, on se demande qui les paye. Non, d'ailleurs, parenthèse, on sait qui les paye. C'est le patron de l'usine textile, Benoît Barterotte, ami et héritier en partie du milliardaire Rouge, toujours les Rouges, qui héritera de Cacharel et des filatures en sel, et qui couvrira, à mon avis, il couvre les assassins, enfin, tout le monde, et qui payera les avocats. C'est vrai. C'est vrai. Le fait est que et on est tombé à un moment où même le patron de l'entreprise textile du coin, il y en a plusieurs, le coin est assez riche, enfin n'est pas pauvre en raison, à ce moment-là, c'était avant l'Union européenne et l'abandon des industries textiles à la Chine, sous couvert, vous savez, de libre-échange, etc. Mais à l'époque, ça marchait. Mais le patron est rouge, Benoît Barterotte. Il a changé depuis d'ailleurs, il a sauvé la presqu'île du Cap Ferret avec son argent. Donc on peut sauver tout le monde. Le fait est que le premier avocat qui rentre, c'est Paul Pron, qui n'est pas du tout un avocat pénaliste, qui est un avocat du droit du travail, c'est l'avocat de la CGT, c'est l'avocat de l'humanité de cette entreprise, effectivement. Oui. Et oui. Dans ce Paul Pron... Paul Pron, lui, par contre... C'est pas l'amour. Il sort l'artillerie, lui. Il a essayé, lui, de politiser toute l'affaire dans l'autre sens. Oui. Il a essayé il a tout mélangé. Il a à un moment joué sur certaines... sur certaines coïncidences de l'affaire. Il s'est trouvé que ça fait partie des choses un peu bizarres. Un procédurier, il attaque tout le monde. Il s'est trouvé qu'à un moment, il y a eu Antoine Argout, le fameux ancien colonel de l'OAS, qui a été impliqué dans l'affaire parce qu'il s'était reconverti dans l'expertise en écriture et la graphologie, et qu'à un moment, il a été saisi. Et le fait qu'on fasse appel à lui, donc ça a permis à Pron de délirer, mais de raconter n'importe quoi. Il savait ce qu'il faisait. Un complot politique qui est organisé pour renverser la gauche. Il savait ce qu'il faisait, parce qu'on pourrait aussi parler d'un expert, parlons des experts, un certain Alain Buquet, qui dément les expertises des deux dames immédiates, celles sur lesquelles vous vous êtes appuyé en partie pour inculper Laroche, et vous aviez eu le bon réflexe. Mais enfin, je crois que Paul Pron est allé voir un autre expert qui dit le contraire. Et d'ailleurs, il finit par dire, cet expert, Paul Buquet, Alain Buquet, dans un... c'est terrible, parce que ça aussi c'est assez accusatoire sur la confiance que l'on fait dans les experts. Puis ils sont toujours à un moment ou à un autre chelous, les experts. Il dit, quand Lambert change d'avis et veut absolument disculper Laroche pour pouvoir inculper Christine, il demande de nouvelles expertises. Ouais, il n'avait qu'à pas perdre celle que, volontairement ou pas, celle que vous aviez fait faire au début. Volontairement ou pas. Et il les demande pour le 15 février 85. Et le 5 ou 6 février, je crois que c'est le 6 février, quelques jours plus tôt, il appelle ce Paul Buquet en disant « Alors, vous me les donnez, ces résultats ?» Et Buquet dit « Mais attendez, vous m'aviez dit 15 février. »« Non, mais au moins répondez-moi tout de suite. Est-ce que c'est Laroche ou pas ?» Et Buquet dit devant les caméras, c'est pas moi qui l'ai inventé,
Bon, pour lui faire plaisir, j'ai dit que c'était pas la roche, parce que je savais que c'est ce qu'il voulait. J'en ai parlé à ma consoeur, il était avec une autre experte. Vous vous rendez compte, au son du nez, les experts disent, bon, ben, on s'est mis d'accord, on lui dit, en effet, c'est pas la roche, comme ça il va pouvoir le libérer, ce brave type, après tout. Qu'est-ce que c'est que cette cohorte d'experts qui expertise au son du nez, pour pas dire autre chose. C'est sûr. C'est ça c'est le gros problème de l'affaire Grégory, c'est que de tous les éléments sûrs dont on dispose, ils ne sont pas nombreux, c'est la lettre, les écrits qui sont les éléments les plus exploitables. C'est ce qui incrimine beaucoup Jacqueline Jacob. Moi j'avais vraiment une grande foi dans le travail des experts en écriture. Parce que je me disais, même s'il faut passer... parce qu'on s'attendait à un moment à être surpris, à trouver quelqu'un qui est vraiment caché. Parce que les corbeaux, c'est toujours des gens qui ont une double personnalité, qui offrent toutes les apparences de la bienveillance et qui commettent derrière leurs agissements anonymes. Et donc on était prêt à passer tout le monde à la dictée, parce que j'étais convaincu, moi, vraiment persuadé qu'un expert en écriture qualifié arriverait à dire c'est cette personne. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais le problème derrière, c'est que des contre-expertises, des contre... Et puis on arrive. Ils sont téléguidés, pour ne pas dire autre chose, ces contre-expertises. Enfin, moi, ce qui m'a toujours conforté dans cette idée-là, c'est ça, il y a le fric. J'ai revu quelques années plus tard, j'ai revu Mme Jacquin-Keller, et elle m'a redit, écoutez, je suis plus saisi. Celle de Strasbourg. Celle de Strasbourg. Elle m'a redit, mon capitaine, à l'époque j'étais commandant, soyez rassurés, moi j'ai refait mon travail, je suis absolument convaincu de mes résultats de 1984. Oui. On trouve toujours un expert pour dire le contraire. Vous voyez, non, on ne sait pas quoi. J'ai ouvert une parenthèse imprudente sur les experts, mais ce personnage... Bref, c'est accablant. Voilà l'affaire Grégory. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un autre volet qui est resté très largement sous-abordé, sous-étudié, c'est celui de la psychologie. Et de prend une grande place dans votre livre. Oui, non, mais elle est là. Parce que ça, c'est votre formation personnelle qui parle là. Oui, non, mais c'est votre côté très érudit. Les faits nous l'imposent. On est face à un crime qui est commis dans des circonstances qui sont quand même extrêmement particulières, qui se produit dans un créneau de temps très limité. En gros, entre 17h et 18h, tout est fait. Puisqu'on connaît l'heure quand Christine laisse son enfant dehors. Et puis on a un témoin qui nous dit passer à l'endroit sur la passerelle qui enjambe la Vologne, et qui vers 17h45, et qui nous dit, je vois, à l'endroit où vous avez retrouvé le corps de Grégory, je vois une forme que je prends pour un sac poubelle. Or, il se trouve, elle ne peut pas l'inventer. Cette personne-là témoigne dès le lendemain. Elle nous dit... c'est la même couleur. C'est la même couleur. Et le fait est que quand on est sur place le soir même, il n'y a aucun sac poubelle dans la rivière. Et on n'a aucune raison de croire que cette femme-là ait pu, infabuler. Elle a été entendue 5 ou 6 fois, Mme Jacot. Elle a toujours été très claire et très ferme dans sa déposition. Donc ça veut dire que tout est fait en 45 minutes. Et au cours de ces 45 minutes, on a pourtant des choses importantes qui sont faites. On a une lettre qui est écrite et qui est postée dans le village même où l'enfant est enlevé. On a un coup de téléphone qui est donné vers 17h32. Et on connaît l'endroit où le corps de Grégory a été jeté à l'eau. Tout ça nous montre que Grégory a été tué de manière extrêmement précipitée, comme une fuite en avant pour moi. Et tous ces éléments-là m'amènent à introduire la notion de folie. Alors la folie, scientifiquement, c'est la psychopathologie. Il faut y mettre un terme là-dessus, parce qu'on ne tue pas un enfant de 4 ans comme ça. On ne tue pas un enfant de 4 ans de façon réfléchie, de façon raisonnable. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Je pense que ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous, ça. Et on se rend compte que ce créneau de temps, premièrement, empêche d'imaginer des complicités, parce qu'on a une période où on ne peut même pas savoir que le crime va avoir lieu le jour-là. Et ça se passe dans un créneau tellement court qu'il n'y a pas le temps pour faire intervenir d'autres personnes. Et deuxièmement, on se rend compte que les indices qui sont laissés derrière, les risques qui sont pris, la façon dont le déroulé est fait, l'endroit où l'enfant est jeté à l'eau, c'est tel que la folie s'en mêle, quoi. La folie s'en mêle, et on se rend compte que ce n'est pas compatible avec une thèse d'un crime à plusieurs. Parce que si c'était les mêmes corbeaux, si on avait l'idée que plusieurs corbeaux
et étaient les corbeaux dans les années 82-83. Ok, mais il faut remarquer que ces gens-là ont été toujours très prudents puisqu'ils n'ont jamais été découverts ni suspectés. Donc ils ont été extrêmement précautionneux. J'ai eu de la chance aussi. Comment imaginer que ces gens-là en arrivent à dérouler un scénario aussi lourd de dangers, de risques, ça ne tient pas On pour pourrait moi. en parler très très longtemps. Donc pour moi, là j'ai travaillé avec un Oui, expert. c'est le dernier chapitre de votre livre auquel je là, il renvoie faut tout le monde. aborder la notion d'envie. Et là, on développe on développe une idée qui est extrêmement intéressante pour comprendre l'affaire Grégory, parce que l'envie, ça va plus loin que la jalousie. L'envie, c'est une vraie maladie psychiatrique, hein, c'est une vraie maladie. Mais ce monde est fondé sur l'envie, mon colonel, c'est bien le Non, problème. mais ce qui est sûr, c'est que dans cette affaire-là, on a un envieux qui développe Et il y a des une folies maladie collectives. jusqu'à devoir exprimer, évacuer, se libérer de la pression créée par cette maladie. Et ça se traduit par ce meurtre. Tout ça se tient. Mais Pour moi, la vérité, elle est là, dans une approche qui est plus judiciaire, parce qu'on a compris que on n'arriverait jamais à découvrir ça, à développer ça dans un cadre purement judiciaire, mais dans une approche plus historienne de Oui. l'affaire, on peut se le permettre. Et c'est là où l'on retrouve le fond de votre personnage. C'est une très grande acuité psychologique. Encore que je pourrais objecter, mais on peut y passer la nuit, qu'il y a des folies familiales et des folies collectives. Et la folie collective, c'est un sacré problème aussi. La folie collective. Mais enfin, parce que sur ce point, je diverge un peu. Je pense à la thèse, je penche pour la thèse de Simon, c'est-à-dire meurtre en réunion. Mais enfin, vous, Étienne Cesmar, aussi vous êtes un messager, parce que je suis content qu'on ait parlé de votre enfance, par exemple, et de votre formation et de votre caractère. On voit dans votre livre que vous êtes ce que presque plus personne n'est quand il est au service de l'État aujourd'hui. Je suis bien passé pour le savoir, chez les énarques en particulier. Vous êtes très érudit. Et c'est ça qui vous a permis de jeter un coup d'œil profond, humain, psychologique, dans une affaire tellement obscure. Et on voit dans votre livre, vous parliez tout à l'heure de Camus, des phrases magnifiques comme celle d'Alain, « L'homme juste produit de la justice autour de lui ». C'est vous qui le citez, l'homme juste. C'est le philosophe Alain qui dit ça. L'homme juste produit de la justice autour de lui, parce que la justice est en lui. Je vous rejoins. Vous me rejoignez ? Merci pour votre invitation, merci pour cet entretien.